Bonsoir, bienvenue sur la voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. J'essayais de... Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais si, il faut que je vous le dise. J'essayais de dire un mot sur Manon Lescaut juste avant et je partais dans tous les sens et je me suis dit, là, c'est pas une journée pour, pour faire ça parce que vraiment, je partais mais dans tous les sens. Donc, je vais me contenter de lire Anna Karénine, ce sera bien mieux. Voilà, nous en sommes au chapitre 21 de la 5e partie. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à tout à l'heure après cette lecture. Merci encore. Est-ce que vous allez bien? J'espère que vous allez bien. Voilà, merci, à tout à l'heure. Chapitre 21. Dès l'instant où Alexis Alexandrovitch eut compris, grâce à Betsy et à Stepan Arkadievitch, que tous, et Anna la première, attendaient de lui qu'il délivrât sa femme de sa présence, il se sentit complètement désorienté. Incapable d'une décision personnelle, il remit son sort entre les mains de tiers trop heureux d'avoir à s'en mêler et consentit aveuglément à tout. Il ne revint à la réalité qu'après le départ d'Anna, lorsque l'Anglaise lui fit demander si elle devait prendre ses repas avec lui ou à part. Alors, pour la première fois, son triste sort lui apparut dans toute son horreur. Ce qui l'affligeait le plus, c'était de ne point apercevoir de lien logique entre le passé et le présent. Par passé, il n'entendait pas l'heureuse époque où il vivait en bonne harmonie avec sa femme, époque que les souffrances endurées après la trahison lui avaient fait depuis longtemps oublier. Anna le quittant après l'aveu, son malheur n'eût pas été comparable à la situation sans issue dans laquelle il se débattait. Comment en effet l'attendrissement auquel il avait cédé, le pardon si généreusement accordé, l'affection témoignée à une femme coupable et à l'enfant d'un autre lui avait-il valu l'abandon, la solitude, les sarcasmes et le mépris général? Voilà la question qu'il se posait constamment sans y trouver la moindre réponse. Les 2 premiers jours qui suivirent le départ d'Anna, Alexis Alexandrovitch continua ses réceptions, assista aux séances de son comité et dîna chez lui comme d'habitude. Toutes les forces de sa volonté étaient instinctivement tendues vers un seul but, paraître calme et indifférent. Aux questions des domestiques, s'informant des mesures à prendre pour l'appartement et les affaires d'Anna, il répondit, au prix d'efforts surhumains, de l'air d'un homme préparé aux événements et qui n'y voit rien d'extraordinaire. Il réussit ainsi à dissimuler quelque temps sa souffrance. Le 3e jour, Corneille lui apporta la facture d'un magasin de mode qu'Anna avait oublié de solder. Comme le commis attendait dans l'antichambre, Karénine le fit introduire. « Votre Excellence, dit cet homme, voudra bien excuser le dérangement et nous donner l'adresse de madame, si c'est à elle que nous devons présenter la facture. » Alexis Alexandrovitch parut réfléchir et, se détournant soudain, s'assit à son bureau, la tête entre ses mains. Il demeura longtemps dans cette position, essayant de parler sans y parvenir. Devinant l'angoisse de son maître, Corneille pria le commis de repasser. Resté seul, Karénine sentit qu'il n'avait plus la force de lutter. Il fit dételer sa voiture, ferma sa porte et ne dîna pas à table. Le dédain, la cruauté qu'il avait cru lire sur le visage du commis, de Corneille, de toutes les personnes à qui il avait eu affaire durant ces 2 journées, lui devenait insupportable. S'il s'était attiré le mépris de ses semblables par une conduite répréhensible, il aurait pu espérer qu'une conduite meilleure lui rendrait leur estime. Mais comme il n'était que malheureux, d'un malheur honteux, exécrable, les gens se montreraient d'autant plus implacables qu'ils souffriraient davantage. Ils l'écraseraient, comme les chiens mettent en pièces celui d'entre eux qui, blessé, hurle de douleur. Pour résister à l'hostilité générale, il devait à tout prix cacher ses plaies. Hélas, 2 jours de lutte l'avaient déjà épuisé. Et, chose atroce entre toutes, il ne voyait personne à qui confier son martyre. Pas un homme dans tout Pétersbourg qui s'intéressât à lui, qui eût quelque égard, non plus pour le personnage haut placé, mais pour le mari au désespoir. Alexis Alexandrovitch avait perdu sa mère à l'âge de 10 ans. Il ne se souvenait plus de son père. Son frère et lui étaient restés orphelins avec une très modique fortune. Leur oncle Karénine, haut fonctionnaire fort bien vu du défunt empereur, se chargea de leur éducation.
Après d'excellentes études au collège et à l'université, Alexis Alexandrovitch débuta brillamment, grâce à cet oncle, dans la carrière administrative à laquelle il se voua exclusivement. Jamais il ne se lia d'amitié avec personne. Son frère seul lui tenait au cœur, mais celui-ci, entré dans la diplomatie, résidait à l'étranger où il mourut peu de temps après le mariage d'Alexis Alexandrovitch. Karénine, nommé gouverneur d'une province, y fit la connaissance de la tante d'Anna, une dame fort riche qui manœuvra habilement pour rapprocher de sa nièce ce dignitaire encore jeune. Un beau jour, Alexis Alexandrovitch se vit dans l'alternative de choisir entre une demande en mariage ou un changement de résidence. Longtemps il hésita, trouvant autant de raisons contre que pour le mariage. Il ne se fut sans doute point départi de sa maxime favorite, dans le doute abstiens-toi. Si un ami de la tante ne lui avait fait entendre que ses assiduités compromettaient la jeune fille et qu'en homme d'honneur il devait se déclarer. Il s'exécuta aussitôt et dès lors reporta sur sa fiancée d'abord, puis sur sa femme, la somme d'affection dont sa nature était capable. Cet attachement exclut chez lui tout autre besoin d'intimité. Il n'eut toute sa vie que des relations. Il pouvait inviter de nombreux personnages, leur demander un service, une protection pour quelques solliciteurs, critiquer librement devant eux les actes du gouvernement, sans jamais prétendre à plus de cordialité. Le seul homme auquel il eût pu confier son chagrin, un ancien camarade d'université avec lequel il s'était lié par la suite, exerçait en province les fonctions de recteur d'académie. Les seules relations familières qu'il eut à Pétersbourg étaient son chef de cabinet et son médecin. Le premier, Michel Vassilievitch Slioudine, un galant homme, simple, bon et intelligent, paraissait ressentir pour Karénine une vive sympathie. Mais 5 années de subordination avaient élevé entre son chef et lui une barrière qui arrêtait les confidences. Ce jour-là, pourtant, Alexis Alexandrovitch, après avoir signé les papiers que Slioudine lui apportait, le regarda longtemps en silence, tout prêt à s'épancher. Il avait même préparé une phrase, « Vous savez mon malheur », et tenta plusieurs fois de la prononcer, mais elle mourut sur ses lèvres. Il dut se borner en le congédiant à la formule habituelle « Vous aurez la bonté de me préparer ce travail ». Le médecin était également bien disposé à son égard. Karénine ne l'ignorait point, mais il s'était conclu un pacte tacite entre eux, par lequel tous deux se supposaient surchargés de besogne et contraints d'abréger leurs entretiens. Quant aux amis, et à la principale d'entre elles, la comtesse Lydie, Alexis Alexandrovitch n'y songeait même pas. Les femmes lui faisaient peur, et il n'éprouvait pour elles que de l'aversion. Chapitre 22. Si Karénine avait oublié la comtesse Lydie, j'ai dit 22. Chapitre 22. Si Karénine avait oublié la comtesse Lydie, celle-ci pensait à lui. Elle arriva précisément à cette heure lugubre où, assis à son bureau, la tête entre ses mains, il se laissait aller au désespoir. Sans se faire annoncer, elle pénétra dans le cabinet de travail. « J'ai forcé la consigne, dit-elle, entrant à pas rapide, essoufflée par l'émotion. Je sais tout, Alexis Alexandrovitch, mon ami. » Et elle lui serra la main entre les siennes en le regardant de ses beaux yeux pensifs. Karénine se leva d'un air maussade, dégagea sa main et lui avança un siège. « Veuillez vous asseoir, comtesse. Je ne reçois pas parce que je suis souffrant, dit-il, les lèvres tremblantes. Mon ami, répéta la comtesse sans le quitter des yeux. Ses sourcils froncés dessinèrent un triangle sur son front, et cette grimace enlaidit encore sa figure jaune, naturellement laide. Alexis Alexandrovitch comprit qu'elle était prête à pleurer de compassion et l'attendrissement le gagna. Il saisit sa main potelée et la baisa. « Mon ami, dit-elle d'une voix entrecoupée par l'émotion, vous ne devez pas vous abandonner ainsi à votre douleur. Elle est grande, mais il faut chercher à la calmer. Je suis brisée, tuée. Je ne suis plus un homme, dit Alexis Alexandrovitch, abandonnant la main de la comtesse sans quitter du regard ses yeux remplis de larmes. Ma situation est d'autant plus affreuse que je ne trouve d'appui ni en moi, ni hors de moi. Vous trouverez cet appui, non pas en moi, bien que je vous prie de croire à mon amitié, dit-elle en soupirant, mais en lui. Notre appui est dans son amour, son joug est léger, continua-t-elle avec ce regard exalté que Karénine lui connaissait bien. Il vous soutiendra, il viendra à votre aide.
Ces paroles témoignaient d'une exaltation mystique nouvellement introduite à Pétersbourg. Elles n'en furent pas moins douces à Alexis Alexandrovitch. « Je suis faible, anéanti. Je n'ai rien prévu autrefois et ne comprends plus maintenant. Mon ami, ce n'est pas la perte que je fais, continua Alexis Alexandrovitch, que je déplore. Oh non, mais je ne puis me défendre d'un sentiment de honte aux yeux du monde. C'est mal, mais je n'y puis rien. Ce n'est pas vous qui avez accompli l'acte de pardon si noble que nous admirons tous, c'est lui. Aussi n'avez-vous pas à en rougir, dit la comtesse en levant les yeux d'un air extatique. Karénine s'assombrit et, serrant les mains l'une contre l'autre, en fit craquer les jointures. Si vous saviez tous les détails, dit-il de sa voix perçante. Les forces de l'homme ont des limites, et j'ai trouvé la limite des miennes, comtesse. Ma journée entière s'est passée en arrangements domestiques découlant de ma situation solitaire. La gouvernante, les domestiques, les comptes, ces misères me consument à petit feu. Hier, à dîner, c'est à peine si je me suis contenue. Je ne pouvais pas supporter le regard de mon fils. Il n'osait pas me poser de questions, et moi je n'osais pas le regarder. Il avait peur de moi. Mais ce n'est rien encore. Karénine voulut parler de la facture qu'on lui avait apportée, mais sa voix trembla et il s'arrêta. Cette facture sur papier bleu pour un chapeau et des rubans, il n'y pouvait songer sans se prendre en pitié. « Je comprends, mon ami, je comprends tout, dit la comtesse. L'aide et la consolation, vous ne les trouverez pas en moi. Si je suis venue, c'est pour vous offrir mes services, pour tenter de vous délivrer de ces petits soucis misérables. Il faut ici une main de femme. Me laisserez-vous faire ?» Alexis Alexandrovitch lui serra la main sans me dire. « Nous nous occuperons tous deux de Serge. Je ne m'entends guère aux choses de la vie pratique, mais je m'y mettrai. Je serai votre économe. Ne me remerciez pas. Je ne le fais pas de moi-même. Comment ne vous serais-je pas reconnaissant? Mais, mon ami, ne cédez pas au sentiment dont vous parliez tout à l'heure. Ne rougissez pas de ce qui constitue le plus haut degré de la perfection chrétienne. Celui qui s'abaisse sera élevé. Ne me remerciez pas, mais bien plutôt celui qu'il faut prier. En lui seul nous trouverons la paix, la consolation, le salut et l'amour. » Elle leva les yeux au ciel. Alexis Alexandrovitch comprit qu'elle priait. Cette phraséologie, qu'il trouvait autrefois déplacée, lui paraissait aujourd'hui naturelle et calmante. Il n'approuvait pas l'exaltation à la mode. Croyant sincère, il ne s'intéressait guère à la religion que du point de vue politique. Et comme les doctrines nouvelles ouvraient la porte à la discussion et à l'analyse, elles devaient lui être antipathiques par principe. Aussi opposait-il d'ordinaire un silence réprobateur aux effusions mystiques de la comtesse. Mais cette fois, il la laissa parler avec plaisir, sans la contredire, même intérieurement. « Je vous sais un gré infini de vos paroles et de vos promesses, dit-il quand elle eut fini de prier. La comtesse serra encore une fois la main de son amie. « Maintenant, je me mets à l'œuvre, dit-elle, après avoir effacé en souriant les traces de larmes sur son visage. Je vais voir Serge et ne m'adresserai à vous que dans les cas graves. » La comtesse se leva et se rendit auprès de Serge. Là, tout en baignant de ses larmes les joues du petit garçon effrayé, elle lui apprit que son père était un saint et que sa mère était morte. La comtesse remplit sa promesse et se chargea effectivement des détails du ménage, mais elle n'avait rien exagéré en avouant son manque de sens pratique. Elle donna des ordres si peu raisonnables que Cornéille, le valet de chambre d'Alexis Alexandrovitch, prit sur lui de les révoquer et s'empara peu à peu des rênes du gouvernement. Cet homme eut l'art d'habituer son maître à écouter, pendant sa toilette, les rapports qu'il jugeait bon de lui faire d'un ton calme et circonspect. L'intervention de la comtesse n'en fut pas moins utile. Son affection et son estime furent pour Karénine un soutien moral et, à sa grande consolation, elle parvint presque à le convertir, c'est-à-dire à changer sa tiédeur en une chaude et ferme sympathie pour la doctrine chrétienne, telle qu'on l'enseignait depuis peu à Saint-Pétersbourg. Cette conversion ne fut pas difficile. Comme la comtesse, comme tous ceux qui préconisaient les idées nouvelles, Alexis Alexandrovitch était dénué d'imagination profonde, c'est-à-dire de cette faculté de l'âme grâce à laquelle les mirages de l'imagination même exigent pour se faire accepter une certaine vraisemblance. Il ne voyait rien d'impossible à ce que la mort existât pour les incrédules et non pour lui, à ce que le péché fût exclu de son âme et son salut assuré dès ce monde, parce qu'il possédait une foi pleine et entière dont seul il était juge. La légèreté, l'erreur de ses doctrines le frappaient néanmoins par moments.
L'irrésistible sentiment qui, sans la moindre impulsion d'en haut, l'avait entraîné au pardon, lui avait causé une joie bien différente de celle qu'il éprouvait à se redire constamment que le Christ habitait son âme et lui inspirait la signature de tel ou tel papier. Néanmoins, pour illusoire que fût cette grandeur morale, elle lui était indispensable dans son humiliation actuelle. Du haut de cette révélation imaginaire, il croyait pouvoir mépriser ceux qui le méprisaient, et il se cramponnait à ces nouvelles convictions comme à une planche de salut. Chapitre 23. La comtesse Lydie avait été mariée fort jeune. D'un naturel exalté, elle rencontra dans son mari un grand seigneur bon enfant, très riche et très dissolu. Dès le second mois de leur mariage, son mari la quitta, répondant à ses effusions par des sarcasmes et même par une hostilité que personne ne parvint à s'expliquer, la bonté du comte étant connue et la romanesque Lydie n'offrant aucune prise à la critique. Depuis lors, bien que les époux vécussent séparés, chaque fois qu'ils se rencontraient, le comte accueillait sa femme avec un sourire amer qui demeura toujours une énigme. La comtesse avait depuis longtemps renoncé à adorer son mari, mais elle s'était toujours éprise de quelqu'un, et même de plusieurs personnes à la fois, hommes et femmes généralement, de ceux qui attiraient l'attention d'une manière quelconque. Elle s'éprit de tous les princes, de toutes les princesses qui s'alliaient à la famille impériale. Elle aima successivement un métropolite, un grand vicaire et un simple prêtre. Ensuite un journaliste, 3 frères slaves et Komissarov. Puis un ministre, un médecin, un missionnaire anglais et enfin Karénine. Ces amours multiples, avec leurs différentes phases de chaleur ou de refroidissement, ne l'empêchaient en rien d'entretenir tant à la cour qu'à la ville les relations les plus compliquées. Mais, du jour où elle prit Karénine sous sa protection particulière et se préoccupa de son bien-être, elle sentit qu'elle n'avait jamais sincèrement aimé que lui. Ses autres amours perdirent toute valeur à ses yeux. En les comparant à celui qu'elle éprouvait maintenant, elle dut s'avouer que jamais elle ne se serait éprise de Komissarov s'il n'eût sauvé la vie de l'empereur, ni de Ristitch-Koudjitski si la question slave n'eût pas existé. Tandis qu'elle aimait Karénine pour lui-même, pour sa grande âme incomprise, pour son caractère, pour le son de sa voix, son parler lent, son regard fatigué et ses mains blanches et molles aux veines gonflées. Non seulement elle se réjouissait à l'idée de le voir, mais encore elle cherchait à lire sur le visage de son ami une impression analogue à la sienne. Elle voulait lui plaire autant par sa personne que par sa conversation. Elle ne s'était jamais autant mise en frais de toilette. Elle se surprit plus d'une fois, réfléchissant à ce qui aurait pu être s'ils eussent été libres tous deux. Entrait-il ? Elle rougissait d'émotion. Lui disait-il quelques paroles aimables ? Elle ne pouvait réprimer un sourire ravi. Depuis quelques jours, la comtesse était au comble de l'émoi. Elle avait appris le retour d'Anna et de Vronsky. Il fallait à tout prix épargner à Alexis Alexandrovitch le supplice de revoir sa femme, éloignée de lui jusqu'à la pensée que cette triste personne respirait dans la même ville que lui et pouvait à chaque instant le rencontrer. Elle fit faire une enquête pour connaître les plans de ces vilaines gens, comme elle nommait Anna et Vronsky. Le jeune aide de camp, ami de Vronsky, qu'elle chargea de cette mission, avait besoin de la comtesse pour obtenir, grâce à son appui, la concession d'une affaire. Il vint donc lui apprendre qu'après avoir terminé leurs arrangements, ils comptaient partir le lendemain. Lydie Ivanovna commençait à se rassurer lorsqu'on lui remit le lendemain matin un billet dont elle reconnut aussitôt l'écriture. C'était celle d'Anna Karénine. L'enveloppe, en papier anglais, épais comme de l'écorce, contenait une feuille oblongue et jaune, ornée d'un immense monogramme. Le billet répandait un parfum délicieux. Qui a apporté cette lettre ? Un commissionnaire d'hôtel. Longtemps, la comtesse resta debout sans avoir le courage de s'asseoir pour lire. Un accès d'asthme l'oppressait. Une fois calmée, elle lut le billet suivant écrit en français. Les sentiments chrétiens dont votre âme est remplie, comtesse, me donnent l'audace, impardonnable je le sens, de m'adresser à vous. Je souffre d'être séparée de mon fils et supplie qu'on veuille bien m'autoriser à le voir une fois avant mon départ. Si je ne m'adresse pas directement à Alexis Alexandrovitch, c'est pour ne pas éveiller chez cet homme généreux de pénibles souvenirs. Connaissant votre amitié pour lui, j'ai pensé que vous me comprendriez. M'enverrez-vous Serge chez moi ? Préférez-vous que j'y vienne à l'heure que vous m'indiquerez ? Ou me ferez-vous savoir à quel endroit je pourrais le voir ?
Un refus me semble impossible lorsque je songe à la magnanimité de celui à qui il appartient de décider. Vous ne sauriez imaginer ma soif de revoir mon enfant, ni par conséquent comprendre l'étendue de ma reconnaissance pour l'appui que vous voudrez bien me prêter. Anna. Tout dans cette lettre irrita la comtesse Lydie. Son contenu, l'allusion à la magnanimité et surtout le ton d'aisance qu'elle crut y découvrir. « Dites qu'il n'y a pas de réponse, fit-elle. Et ouvrant aussitôt son buvard, elle écrivit à Karénine qu'elle espérait bien le rencontrer vers 1 heure au palais. C'était jour de fête, la cour présentait ses vœux à la famille impériale. « J'ai besoin de vous entretenir d'une affaire grave et triste. Nous conviendrons au palais du lieu où je pourrai vous voir. Le mieux serait chez moi, où je ferai préparer votre thé. C'est indispensable. Il nous impose sa croix, mais il nous donne aussi la force de la porter, ajouta-t-elle pour le préparer dans une certaine mesure. La comtesse écrivait 2 ou 3 billets par jour à Alexis Alexandrovitch. Elle aimait ce moyen de donner à leur rapport, trop simple à son gré, un cachet d'élégance et de mystère. Chapitre 24. L'audience impériale était terminée. Tout en se retirant, on commentait les nouvelles du jour, récompenses et mutations. Que diriez-vous si la comtesse Marie Borisovna était nommée ministre de la guerre et la princesse Vakovski, chef de l'état-major, disait un petit vieillard grisonnant, en uniforme couvert de broderie, à une grande et belle demoiselle d'honneur qui le questionnait sur les nominations. « Dans ce cas, je dois être promuette de camp, dit la jeune fille en souriant. « Que non, vous êtes nommé ministre des cultes avec Karénine comme secrétaire d'État. »« Bonjour, mon prince, continua le bonhomme en serrant la main à quelqu'un qui s'approchait de lui. « Vous parliez de Karénine » demanda le prince. Poutiatov et lui ont reçu le grand cordon de Saint-Alexandre Nevski. Je croyais qu'il l'avait déjà. Non, regardez-le, dit le petit vieillard en indiquant de son tricorne brodé Karénine qui, debout dans l'embrasure d'une porte, s'entretenait avec un des membres influents du Conseil d'État. Il portait l'uniforme de cour avec son nouveau cordon rouge en écharpe. N'est-il pas heureux et content comme un sou neuf ? Et le vieillard s'arrêta pour serrer la main à un superbe et athlétique chambellan qui passait. « Non, il a vieilli, fit celui-ci. Ça les fait des soucis, il passe sa vie à écrire des projets. Tenez, en ce moment, il ne lâchera pas son malheureux interlocuteur avant de lui avoir tout exposé point par point. Comment vieilli ? Il fait des passions. La comtesse Lydie doit être jalouse de sa femme. Je vous en prie, ne dites pas de mal de la comtesse Lydie. Y a-t-il du mal à être éprise de Karénine ? Madame Karénine est-elle vraiment ici ? Pas ici au palais, mais à Pétersbourg. Je l'ai rencontrée hier, rue Morskaya. Bras dessous avec Alexis Vronsky. C'est un homme qui n'a pas... commença le chambellan, mais il s'arrêta pour faire place et saluer au passage une personne de la famille impériale. Tandis qu'on ridiculisait ainsi Alexis Alexandrovitch, celui-ci barrait le chemin au conseiller d'État et, sans lui faire grâce d'un iota, lui exposait tout au long un projet financier. Presque en même temps qu'il avait été abandonné par sa femme, Alexis Alexandrovitch s'était trouvé, sans qu'il s'en rendît encore bien compte, dans la situation la plus pénible que puisse connaître un fonctionnaire. La marche ascendante de sa carrière avait pris fin. Certes, il occupait encore un poste important. Il continuait à faire partie d'un grand nombre de comités et de commissions, mais on le rangeait parmi les gens qui ont fait leur temps et dont on n'attend plus rien. Tous ces projets semblaient caducs et périmés. Loin d'en juger ainsi, Karénine croyait discerner avec plus de justesse les erreurs du gouvernement depuis qu'il n'en faisait plus directement partie et pensait de son devoir d'indiquer certaines réformes à introduire. Peu après le départ d'Anna, il écrivit quelques pages sur les nouveaux tribunaux, le premier des mémoires innombrables et parfaitement inutiles qu'il devait composer sur les branches les plus diverses de l'administration. Aveugle à sa disgrâce, il se montrait plus que jamais satisfait de lui-même et de son activité. Et comme la Sainte Écriture était dorénavant son guide en toutes choses, il se rappelait sans cesse le mot de saint Paul « Celui qui a une femme songe au bien terrestre, celui qui n'en a pas ne songe qu'au service du Seigneur. » Alexis Alexandrovitch ne prêtait aucune attention à l'impatience, pourtant bien visible, du conseiller d'État. Il dut cependant s'interrompre au passage du membre de la famille impériale et son interlocuteur en profita pour s'éclipser. Restée seule, Karénine baissa la tête, chercha à rassembler ses idées
et, jetant un regard distrait autour de lui, se dirigea vers la porte où il pensait rencontrer la comtesse Lydie. Comme ils sont tous forts et bien portants, songea-t-il en considérant au passage le cou vigoureux du prince serré dans son uniforme et le robuste chambellan aux favoris parfumés. Il n'est que trop vrai, tout est mal en ce monde, se dit-il encore après un coup d'œil au mollet du chambellan. Et tout en cherchant des yeux la comtesse, il adressa à ces beaux messieurs qui parlaient de lui un de ces saluts las et dignes dont il était coutumier. « Alexis Alexandrovitch !» s'écria le petit vieillard dont les yeux brillaient méchamment. « Je ne vous ai pas encore félicité. Tous mes compliments, ajouta-t-il en désignant le grand cordon. Je vous remercie infiniment. Quel temps superbe, n'est-ce pas ? Répondit Karénine en insistant suivant son habitude sur le mot superbe. Il se doutait bien que ces messieurs se moquaient de lui, mais connaissant leurs sentiments hostiles, il n'attachait à leur dire aucune importance. Les épaules jaunes et les beaux yeux pensifs de la comtesse Lydie lui apparurent et l'attirèrent de loin. Il se dirigea vers elle avec un sourire qui découvrit ses dents blanches. La toilette de la comtesse, comme toutes celles que depuis quelque temps elle prenait le soin de composer, lui avait causé bien des soucis. Elle poursuivait un but fort différent de celui qu'elle se proposait 30 ans plus tôt. Elle ne songeait alors qu'à se parer et n'était jamais trop élégante à son gré, tandis que maintenant elle cherchait à rendre le contraste supportable entre sa personne et sa toilette. Elle y parvenait aux yeux d'Alexis Alexandrovitch, qui la trouvait charmante. La sympathie de cette femme était pour lui l'unique refuge contre l'animosité générale. Aussi, au milieu de cette foule hostile, se sentait-il attiré vers elle comme une plante vers la lumière. « Tous mes compliments, dit-elle en portant ses regards sur la décoration. Retenant un sourire de contentement, Karénine haussa les épaules et ferma les yeux à demi pour marquer que ces sortes de distinctions ne lui importaient guère. La comtesse savait pertinemment qu'elle lui causait au contraire une de ses joies les plus vives. « Que devient notre ange ?» demanda-t-elle, faisant allusion à Serge. « Je ne suis pas très contente de lui, répondit Alexis Alexandrovitch en levant les sourcils et en ouvrant les yeux. Sitnikov, son professeur, ne l'est pas davantage. Comme je vous le disais, il fait preuve d'une certaine froideur pour les questions essentielles qui doivent toucher toute âme humaine, même celle d'un enfant. Sa carrière mise à part, l'éducation de son fils préoccupait seule pour le moment Alexis Alexandrovitch. Jamais jusque-là les questions d'éducation ne l'avaient intéressé. Mais sentant la nécessité de suivre l'instruction de son fils, il avait consacré un certain temps à étudier des livres d'anthropologie et de pédagogie afin de se former un plan d'études que le meilleur professeur de Pétersbourg fut ensuite chargé de mettre en pratique. Oui, mais le cœur. Je trouve à cet enfant le cœur de son père, et avec cela peut-il être mauvais ? Dit la comtesse de son ton emphatique. Peut-être. Pour moi, je remplis mon devoir, c'est tout ce que je puis faire. Vous viendrez chez moi, dit la comtesse après un moment de silence. Nous avons à causer d'une chose triste pour vous. J'aurais donné tout au monde pour vous épargner certains souvenirs, mais d'autres ne pensent pas de même. Elle est ici, à Pétersbourg, et elle m'a écrit. Alexis Alexandrovitch tressaillit, mais son visage prit aussitôt cette expression d'immobilité cadavérique qui indiquait sa totale impuissance en pareille matière. « Je m'y attendais, dit-il. » La comtesse l'enveloppa d'un regard exalté, et devant cette grandeur d'âme, des larmes d'admiration jaillirent de ses yeux. Chapitre 25. Alexis Alexandrovitch attendit quelques instants dans l'élégant boudoir décoré de portraits et de vieilles porcelaines. La comtesse changeait de toilette. Un service à thé chinois était disposé sur un guéridon à côté d'une bouilloire à esprit de vin. Karénine accorda un regard distrait aux innombrables cadres qui ornaient la pièce, s'assit près du guéridon et y prit un évangile. Le frôlement d'une robe de soie vint le distraire. « Enfin, nous allons être un peu tranquilles, dit la comtesse en se glissant avec un sourire ému entre le guéridon et le canapé. Nous pourrons causer en prenant notre thé. » Après un court préambule, elle tendit, le teint cramoisi et l'haleine courte, la lettre d'Anna à Karénine qui la lut et garda longtemps le silence. « Je ne me crois pas le droit de lui refuser, dit-il enfin, non sans timidité. Mon ami, vous ne voyez le mal nulle part. Je le vois au contraire partout, mais serait-il juste de... » Son visage exprimait l'indécision, le désir d'un conseil, d'un appui, d'un guide dans une question aussi épineuse.
Non, interrompit la comtesse, il y a des limites à tout. Je comprends l'immoralité, dit-elle, sans la moindre vraisemblance, puisqu'elle n'avait jamais pu discerner ce qui incitait les femmes à enfreindre les lois de la morale. Mais ce que je ne comprends pas, c'est la cruauté. Et envers qui? Envers vous. Comment a-t-elle le front de rester dans la même ville que vous? On n'est jamais trop vieux pour s'instruire. J'apprends tous les jours à comprendre votre grandeur et sa bassesse. Qui de nous jettera la première pierre? Dit Alexis Alexandrovitch, satisfait de son rôle. Après avoir tout pardonné, puis-je la priver de ce qui est un besoin de son cœur, son amour pour son enfant? Est-ce bien de l'amour, mon ami? Tout cela est-il sincère? Vous avez pardonné et vous pardonnerez encore, je le veux bien. Mais avons-nous le droit de troubler l'âme de ce petit ange? Une croit sa mère morte. Il prie pour elle et demande à Dieu le pardon de ses péchés. Que penserait-il maintenant? Je n'y avais pas songé, dit Alexis Alexandrovitch, frappé par la justesse de ce raisonnement. La comtesse se couvrit le visage de ses mains et garda un certain temps de silence. Elle priait. « Si vous voulez mon avis, dit-elle enfin, je ne vous conseille pas d'accorder cette permission. Ne vois-je pas combien vous souffrez, combien votre blessure saigne? Admettons que vous fassiez abstraction de vous-même, mais où cela vous mènera-t-il? Vous vous préparez de nouvelles souffrances, un trouble nouveau pour l'enfant. Si elle était encore capable de sentiments humains, elle serait la première à le comprendre. Non, je n'éprouve aucune hésitation, je vais, si vous m'y autorisez, lui faire une réponse en ce sens. » Karénine ayant donné son acquiescement, la comtesse écrivit en français la lettre suivante. « Madame, votre souvenir peut donner lieu, de la part de votre fils, à des questions auxquelles on ne saurait répondre sans contraindre l'enfant à juger ce qui doit rester sacré pour lui. Vous voudrez donc bien comprendre le refus de votre mari dans un esprit de charité chrétienne. Je prie le Tout-Puissant de vous être miséricordieux. Comtesse Lydie. » Cette lettre atteignit le but secret que la comtesse se cachait à elle-même. Elle blessa Anna jusqu'au fond de l'âme. De son côté, Alexis Alexandrovitch rentra chez lui troublé. Il ne put de toute la journée reprendre ses occupations ni retrouver la paix d'un homme qui possède la grâce et se sent élu. La pensée de sa femme, si coupable à son égard et envers laquelle il avait agi comme un saint au dire de la comtesse, n'aurait pas dû le troubler. Et cependant, il n'était pas tranquille. Il ne comprenait rien à ce qu'il lisait, et ne parvenant pas à chasser de son esprit les cruelles réminiscences du passé, il s'accusait de nombreuses fautes. Pourquoi, après l'aveu d'Anna, n'avait-il exigé d'elle que le respect des convenances? Pourquoi n'avait-il pas provoqué Vronsky en duel? Et la lettre qu'il avait écrite à sa femme, son inutile pardon, les soins donnés à l'enfant étranger, tout lui revenait à la mémoire et brûlait son cœur de confusion. Il en vint même à trouver déshonorants tous les incidents de leur passé, à commencer par la déclaration plutôt niaise qu'il s'était décidé à lui faire après de longues hésitations. « Mais en quoi suis-je donc coupable ?» se demandait-il. Cette question en appelait invariablement une autre. Comment donc aimaient, comment donc se mariaient les Vronsky, les Oblonsky, les chambellans aux mollets gras? Et il évoquait toute une série de ces êtres vigoureux et sûrs d'eux-mêmes qui avaient toujours captivé son attention. Quelque effort qu'il fit pour chasser de semblables pensées, pour se souvenir que, le but de son existence n'étant pas de ce monde mortel, la paix et la charité devaient seuls habiter son âme, il souffrait comme si le salut éternel n'eût été qu'une chimère. Il surmonta pourtant cette tentation et reconquit bientôt la sérénité et l'élévation d'esprit grâce auxquelles il parvenait à oublier les choses dont il voulait perdre le souvenir. Chapitre 26. « Eh bien, Kapitonitch, demanda Serge, rentrant rose et gai de la promenade, la veille de son anniversaire, tandis que le vieux Suisse, souriant au petit homme du haut de sa grande taille, le débarrassait de son cafetan plissé, le fonctionnaire au bandeau. « Est-il venu ? Papa l'a-t-il reçu ? » ?»« Oui, à peine le chef de cabinet parti. »« Je l'ai annoncé, » répondit le Suisse en clignant gaiement d'un œil. « Laissez-moi vous enlever ça. » Serge appela le précepteur serbe arrêté devant la porte qui menait aux appartements. « Déshabillez-vous vous-même. » Mais Serge, bien qu'il entendît la voix grêle de son précepteur, n'y prêtait aucune attention. Il tenait le Suisse par son baudrier et le regardait dans les yeux. « Papa a-t-il fait ce qu'il demandait ?» Le Suisse fit un signe de tête affirmatif. Ce fonctionnaire enveloppé d'un bandeau intéressait Serge et le Suisse.
C'était la 7e fois qu'il se présentait et Serge l'avait rencontré un jour dans le vestibule, suppliant le Suisse de le faire recevoir et prétendant qu'il ne lui restait qu'à mourir avec ses 7 enfants. Depuis lors, le sort du pauvre homme préoccupait beaucoup le petit garçon. « Avait-il l'air content ?» demanda-t-il. « Je crois bien. Il est parti presque en sautant. A-t-on apporté quelque chose ?» s'enquit Serge après un moment de silence. « Oh, oui, monsieur, dit à mi-voix le Suisse en hochant la tête. Il y a un paquet de la part de la comtesse. »« Vrai ? Où l'a-t-on mis ?»« Cornéille l'a apporté chez monsieur, votre papa. Ça doit être une jolie chose. »« De quelle grandeur ? Comme ça ?»« Plus petit, mais c'est beau. »« Un livre ? Non, un objet. »« Allez, allez, Vassili Loukitch vous appelle, dit le Suisse en désignant d'un clin d'œil le précepteur Vounitch qui approchait. Et il repoussa doucement la petite main demi-dégantée agrippée à son baudrier. « Tout de suite, Vassili Loukitch, dit Serge avec ce sourire aimable et gracieux qui désarmait toujours le sévère précepteur. Serge avait le cœur trop rempli de joie pour ne point partager avec son ami le Suisse un bonheur de famille que venait de lui apprendre la nièce de la comtesse Lydie pendant leur promenade au jardin d'été. Cette joie lui paraissait encore plus grande depuis qu'il y joignait celle du fonctionnaire et celle du cadeau. Il lui semblait qu'en ce beau jour, tout le monde devait être heureux et content. « Sais-tu, reprit-il, papa a reçu le grand cordon de Saint-Alexandre Nevski. »« Bien entendu que je le sais. On est déjà venu le féliciter. Il doit être content. On est toujours content d'une faveur de l'empereur. C'est une preuve qu'on l'a mérité, dit le Suisse d'un ton grave. Serge réfléchit, tout en continuant à considérer le Suisse, dont le visage lui était connu dans ses moindres détails, le menton surtout, perdu entre ses favoris gris, qui ne voyait jamais son ami que de bas en haut. « Et ta fille, y a-t-il longtemps qu'elle est venue ?» La fille du Suisse faisait partie du corps de ballet. Où trouverait-elle le temps de venir un jour de semaine ? Elles ont leurs leçons comme vous avez les vôtres. Allez vite, monsieur, on vous attend. En rentrant dans sa chambre, Serge, au lieu de se mettre à ses devoirs, fit part à son précepteur de ses suppositions sur le cadeau qu'on lui avait apporté. Ce devait être une locomotive. « Qu'en pensez-vous » demanda-t-il. Mais Vassili Loukitch ne pensait qu'à la leçon de grammaire qui devait être apprise avant la venue du professeur vers 2 heures. L'enfant s'installa à sa table de travail. Il avait déjà son livre entre les mains quand tout à coup « Dis-moi donc » s'écria-t-il, « y a-t-il un ordre au-dessus de Saint-Alexandre Nevski ? Vous savez que papa a reçu le grand cordon de cet ordre. » Le précepteur répondit qu'il y avait celui de Saint-Vladimir. Et au-dessus ? Au-dessus de tout, celui de Saint-André. Et au-dessus ? Je ne sais pas. Comment ? Vous ne savez pas non plus ? Et Serge, le front entre ses mains, se plongea dans des méditations plutôt compliquées. Il s'imaginait que son père allait peut-être recevoir encore les cordons de Saint-Vladimir et de Saint-André et se montrerait en conséquence bien plus indulgent pour la leçon d'aujourd'hui. Puis il se disait qu'une fois grand, il ferait en sorte de mériter toutes les décorations, même celles qu'on inventerait au-dessus de Saint-André. À peine un nouvel ordre serait-il institué qu'il s'en rendrait digne tout de suite. Ces réflexions firent passer le temps si vite qu'interrogé à l'heure de la leçon sur les compléments de temps, de lieu et de mode, il ne sut que répondre, au grand chagrin du professeur. Serge en fut peiné. Sa leçon, quoi qu'il fît, ne lui entrait pas dans la tête. En présence du professeur, cela marchait encore, car à force d'écouter et de croire qu'il comprenait, il s'imaginait comprendre. Mais, une fois seul, il se refusait à admettre qu'un mot aussi court et aussi simple que le mot « soudain » put se ranger parmi les compléments de mode. Désireux de rentrer en grâce, il choisit un moment où son maître cherchait quelque chose dans son livre et lui demanda « Michel Ivanitch, quand sera votre fête ? Vous feriez mieux de penser à votre travail. Quelle importance un jour de fête a-t-il pour un être raisonnable ? C'est un jour comme un autre qu'il faut employer à travailler. » Serge regarda avec attention son professeur, examina sa barbe rare, ses lunettes descendues sur son nez, et se perdit dans des réflexions si profondes qu'il n'entendit plus rien du reste de la leçon. Au ton dont la phrase avait été prononcée, il lui paraissait impossible qu'elle fût sincère. « Mais pourquoi s'entendent-ils tous pour me dire de la même façon les choses les plus ennuyeuses et les plus inutiles ? Pourquoi celui-ci me repousse-t-il et ne m'aime-t-il pas ?» se demandait tristement le petit garçon, sans pouvoir trouver de réponse. Chapitre 27. Après la leçon du professeur vint celle du père. Serge, en l'attendant, jouait avec son canif et poursuivait le cours de ses méditations.
Une de ses occupations favorites consistait à chercher sa mère pendant ses promenades. Il ne croyait pas à la mort en général et surtout pas à celle de sa mère, malgré les affirmations de la comtesse et de son père. Aussi, les premiers temps qui suivirent le départ d'Anna, pensait-il la reconnaître dans toutes les femmes grandes, brunes, gracieuses et un peu fortes. Son cœur se gonflait de tendresse, il suffoquait, les larmes lui venaient aux yeux. Il s'attendait à ce qu'une de ces dames s'approchât de lui, levât son voile, alors il reverrait son visage, il reverrait son visage. Elle lui sourirait, l'embrasserait, il sentirait la douce caresse de sa main, reconnaîtrait son parfum et pleurerait de joie. Comme un soir où il s'était roulé à ses pieds parce qu'elle le chatouillait et avait tant ri en mordillant sa main blanche couverte de bagues. Plus tard, la vieille bonne lui ayant appris par hasard que sa mère vivait, son père et la comtesse durent lui expliquer qu'elle était morte pour lui parce qu'elle était devenue méchante. Il n'en crut rien, car il l'aimait, et continua à l'attendre et à la chercher de plus belle. Ce jour-là, au jardin d'été, il avait aperçu une dame en voile mauve et son cœur battit bien fort quand il lui vit prendre le même sentier que lui. Puis tout à coup, la dame avait disparu. Serge sentait sa tendresse pour sa mère plus vive que jamais. Les yeux brillants, perdu dans son rêve, il regardait droit devant lui en tailladant la table de son calife. Vassili Loukitch le tira de cette contemplation. « Voilà papa qui vient. » Serge sauta de sa chaise, courut baiser la main de son père et chercha sur son visage quelques signes de contentement à propos de sa décoration. « As-tu fait une bonne promenade » demanda Alexis Alexandrovitch, qui se laissa tomber dans un fauteuil et ouvrit le volume de l'Ancien Testament. Bien qu'il répétât souvent à Serge que tout chrétien devait connaître à fond l'histoire sainte, il avait besoin de consulter le livre pour ses leçons et l'enfant s'en apercevait. « Oui, papa, je me suis beaucoup amusé, » répondit Serge qui, se rasseyant de guingois sur sa chaise, se mit à la balancer, chose défendue. « J'ai vu Nadia, une nièce de la comtesse que celle-ci élevait, et elle m'a dit qu'on vous avait donné une nouvelle décoration. Vous devez être bien content, papa. » « D'abord, ne te balance pas ainsi, dit Alexis Alexandrovitch, et ensuite apprends que ce qui doit nous être cher, c'est le travail par lui-même. Et non la récompense. Je voudrais te faire comprendre cela. Si tu ne recherches que la récompense, le travail te paraîtra pénible. Mais si tu aimes le travail pour lui-même, tu trouveras en lui ta récompense. » Et Alexis Alexandrovitch se rappela qu'en signant ce jour-là 118 papiers différents, il n'avait eu pour soutien dans cette ingrate besogne que le sentiment du devoir. Les yeux de Serge, brillants de tendresse et de joie, se voilèrent devant le regard de son père. Il sentait que celui-ci prenait en lui parlant un ton particulier, comme s'il se fût adressé à un de ces enfants imaginaires que l'on voit dans les livres, mais auxquels lui, Serge, ne ressemblait en rien. Pour plaire à son père, il lui fallait donc jouer le rôle d'un de ces petits garçons exemplaires. « Tu me comprends, j'espère. » « Oui, papa, » répondit Serge, entrant dans son rôle. La leçon consistait en une récitation de quelques versets de l'Évangile et une répétition des premiers chapitres de l'Ancien Testament. La récitation ne marchait pas mal, mais tout à coup Serge remarqua que l'os frontal de son père formait presque un angle droit près des tempes. Cette bizarre disposition le frappa tellement qu'il s'embrouilla et, trompé par la répétition d'un mot, reporta la fin d'un verset au début du suivant. Alexis Alexandrovitch en conclut que son fils ne comprenait rien de ce qu'il récitait et cela l'irrita. Il fronça le sourcil et se prit à expliquer des choses qu'il avait souvent répétées, mais que Serge n'arrivait jamais à retenir tout en les trouvant très claires. C'était la même aventure qu'avec soudain complément de mode. L'enfant, effrayé, considérait son père en ne pensant qu'à une chose. Faudrait-il lui répéter ses explications, ainsi qu'il l'exigeait parfois ? Cette crainte l'empêchait de comprendre, mais Alexis Alexandrovitch passa tout droit à l'histoire sainte. Serge raconta assez bien les faits eux-mêmes, mais lorsqu'il lui fallut indiquer ce que préfiguraient certains d'entre eux, il ne sut trop que dire, bien que cette leçon lui eût déjà valu une punition. Le moment le plus critique fut celui où il dut réciter la liste des patriarches antédiluviens. Il demeura court, tailladant sa table et se balançant sur sa chaise. Il ne se rappelait plus qu'Enoch. C'était son personnage favori dans l'histoire sainte et il attachait à l'élévation de ce patriarche aux cieux une longue suite d'idées qui l'absorba complètement, tandis qu'il fixait la chaîne de montre de son père et un bouton à moitié déboutonné de son gilet.
Bien qu'on lui parlât souvent de la mort, Serge se refusait à y croire. Il n'admettait pas que les êtres qu'il aimait puissent disparaître, et encore moins qu'il dût mourir lui-même. Cette pensée invraisemblable et incompréhensible de la mort lui avait cependant été confirmée par des personnes qui lui inspiraient confiance. La vieille bonne avouait, un peu contre son gré, que tous les hommes mourraient. Mais alors pourquoi Enoch n'était-il pas mort? Et pourquoi d'autres que lui ne mériterait-il pas de monter vivant au ciel comme lui? Les méchants, ceux que Serge n'aimait pas, pouvaient bien mourir, mais les autres devaient être dans le cas d'Enoch. Eh bien, voyons, ces patriarches, Enoch, Enos, tu les as déjà nommés. C'est mal, Serge, très mal. Si tu ne cherches pas à t'instruire des choses essentielles à un chrétien, qu'est-ce donc qui t'intéressera? Dit le père en se levant. Je ne suis pas content de toi. Ton maître ne l'est pas davantage. Je me vois donc forcé de te punir. Serge travaillait mal, en effet. Il était pourtant beaucoup mieux doué que certains enfants que son maître lui citait en exemple. S'il ne voulait pas apprendre ce qu'on lui enseignait, c'est qu'il ne le pouvait pas. Et cela parce que son âme avait des besoins très différents de ceux que lui imposaient son père et son maître. À 9 ans, ce n'était qu'un enfant, mais il connaissait son âme et la défendait, comme la paupière protège l'œil, contre ceux qui voulaient y pénétrer sans la clé de l'amour. On lui reprochait de ne rien vouloir apprendre alors qu'il brûlait du désir de savoir, mais il s'instruisait auprès de Kapitonitch de Sabonne, de Nadia, de Vassili Loukitch. Serge fut donc puni. Il n'obtint pas la permission d'aller chez Nadia. Mais cette punition tourna à son profit. Vassili Loukitch, qui était de bonne humeur, lui apprit à édifier de petits moulins à vent. Il passa la soirée à en construire un et à méditer sur le moyen de s'en servir pour tournoyer dans les airs. Fallait-il s'y attacher par le corps ou simplement s'agripper aux ailes? Il en oublia sa mère, mais la pensée de celle-ci lui revint dans son lit, et il pria à sa façon pour qu'elle cessât de se cacher et lui fit une visite le lendemain, anniversaire de sa naissance. Vassili Loukitch, savez-vous ce que j'ai demandé à Dieu par-dessus le marché? De mieux travailler? Non. De recevoir des joujoux? Non, vous ne devinerez pas. C'est un secret. Si cela arrive, je vous le dirai. Vous ne savez toujours pas? Non, vous me le direz, dit Vassili Loukitch en souriant, ce qui ne lui arrivait pas souvent. Allons, couchez-vous, j'éteins la bougie. Quand il n'y a plus de lumière, je vois bien mieux ce que j'ai demandé dans ma prière. Tiens, j'ai presque dit mon secret, fit Serge en riant. Lorsqu'il fut dans l'obscurité, Serge crut entendre sa mère et sentir sa présence. Debout près de lui, elle le caressait de son regard chargé de tendresse. Mais bientôt il vit les moulins, un canif, puis tout se brouilla dans sa petite tête et il s'endormit. Chapitre 28. Vronsky et Anna étaient descendus dans un des meilleurs hôtels de Pétersbourg. Vronsky se logea au rez-de-chaussée, tandis qu'Anna, avec l'enfant, la nourrice et sa femme de chambre, s'installait au premier dans un grand appartement composé de 4 pièces. Dès le jour de son arrivée, Vronsky alla voir son frère, chez qui il rencontra sa mère, venue de Moscou pour ses affaires. Sa mère et sa belle-sœur le reçurent comme d'habitude, le questionnèrent sur son voyage, causèrent d'amis communs, mais ne firent aucune allusion à Anna. En lui rendant sa visite le lendemain, son frère fut le premier à parler d'elle. Alexis saisit l'occasion pour lui faire entendre qu'il considérait comme un mariage la liaison qui l'unissait à Madame Karénine. Ayant le ferme espoir d'obtenir un divorce qui régulariserait leur situation, il désirait que leur mère et sa belle-sœur comprissent ses intentions. Peu m'importe, ajouta-t-il, que le monde approuve ou non ma conduite, mais si ma famille tient à rester en bons termes avec moi, il est nécessaire qu'elle entretienne des relations convenables avec ma femme. Toujours très respectueux des opinions de son cadet, le frère aîné préféra laisser à d'autres le soin de résoudre cette question délicate et suivit sans protester Alexis chez Anna. Durant cette visite, Vronsky n'eut garde de tutoyer sa maîtresse, mais il laissa entendre que son frère connaissait leur liaison et déclara sans embâche qu'Anna l'accompagnerait à la campagne. Malgré son expérience du monde, Vronsky tombait dans une étrange erreur. Lui qui, mieux que personne, devait comprendre que la société leur resterait fermée, il se figura par un bizarre effet d'imagination que l'opinion publique, revenue d'antiques préjugés, avait dû subir l'influence du progrès général, car sans trop s'en apercevoir, il était devenu partisan du progrès en toutes choses. Sans doute, pensait-il, il ne faut pas compter sur le monde officiel, mais nos parents, nos amis se montreront plus compréhensifs.
Pour pouvoir rester longtemps assis les jambes croisées, il faut être parfaitement sûr de la liberté de ses mouvements. Dans le cas contraire, des crampes auront vite fait de vous prendre et vos jambes chercheront d'instinct à s'allonger. Il en allait de même pour Vronsky. Convaincu dans son fort intérieur que les portes du monde demeureraient closes, il n'en voulait pas moins croire à une transformation dans les mœurs. Il frappa donc aux portes du monde. Elles s'ouvrirent pour lui, mais point pour Anna. Comme dans le jeu du chat et de la souris, les mains levées devant lui s'abaissèrent aussitôt devant sa maîtresse. Une des premières femmes du monde qu'il rencontra fut sa cousine Betsy. « Enfin !» s'écria-t-elle joyeusement à sa vue. « Et Anna, que je suis contente. Où êtes-vous descendue? J'imagine aisément la vilaine impression que doit vous laisser Pétersbourg après un voyage comme le vôtre. Quelle lune de miel vous avez dû passer à Rome? Et le divorce, est-ce arrangé ?» Cet enthousiasme tomba dès que Betsy apprit que le divorce n'était pas encore obtenu. Et Vronsky s'en aperçut. « Je sais bien qu'on me jettera la pierre, dit-elle, mais je viendrai voir Anna. Vous ne resterez pas longtemps. » Elle vint en effet le jour même, mais elle avait changé de ton. Elle semblait faire valoir son courage et la preuve d'amitié qu'elle donnait à Anna. Après avoir causé des nouvelles du jour, elle se leva au bout de 10 minutes et dit en partant « Vous ne m'avez toujours pas dit à quand le divorce. Mettons que, moi, j'ai jeté mon bonnet par-dessus les moulins, mais les collets montés vous battront froid tant que vous ne serez pas mariés. Et c'est si facile maintenant. Ça se fait. Ainsi vous partez vendredi. Je regrette que nous ne puissions nous voir d'ici là. » Le ton de Betsy aurait pu édifier Vronsky sur l'accueil qui leur était réservé. Il voulut cependant faire encore une tentative dans sa famille. Il ne comptait certes pas sur sa mère qui, entichée d'Anna à leur première rencontre, se montrait maintenant inexorable pour celle qui venait de briser la carrière de son fils. Mais il fondait les plus grandes espérances sur sa belle-sœur Varia. Celle-ci, croyait-il, ne jetterait pas la pierre à Anna, elle trouverait tout simple, tout naturel de venir la voir et de la recevoir chez elle. Dès le lendemain, l'ayant trouvée seule, il lui fit part de son désir. « Tu sais, Alexis, combien je t'aime et combien je te suis dévouée, répondit Varia après l'avoir écouté jusqu'au bout. Si je me tiens à l'écart, c'est que je ne puis être d'aucune utilité à Anna Arkadievna. Elle appuya sur les deux noms. Ne crois pas que je me permette de la juger. J'aurais peut-être agi comme elle à sa place. Je ne veux entrer dans aucun détail, ajouta-t-elle d'un ton timide en voyant s'assombrir le visage de son beau-frère. Mais il faut bien appeler les choses par leur nom. Tu veux que j'aille la voir, que je la reçoive chez moi pour la réhabiliter dans la société? En toute franchise, je ne puis le faire. Mes filles grandissent, je suis forcée à cause de mon mari de vivre dans le monde. Supposons que j'aille chez Anna Arkadievna. Je ne puis l'inviter chez moi où je dois tout au moins m'arranger pour qu'elle ne rencontre pas dans mon salon des personnes autrement disposées que moi. N'est-ce pas de toute façon la blesser? Je me sens impuissante à la relever. Mais je n'admets pas un instant qu'elle soit tombée, et je ne voudrais pas la comparer à des centaines de femmes que vous recevez, interrompit Vronsky en se levant, car elle comprenait que Varia avait dit son dernier mot. Alexis, ne te fâche pas, je t'en prie, ce n'est pas ma faute, dit Varia avec un sourire craintif. Je ne t'en veux pas, mais je souffre doublement, dit-il de plus en plus sombre. Je regrette notre amitié brisée, ou du moins bien atteinte, car tu dois comprendre qu'après cela... Il la quitta sur ces mots et, comprenant l'inutilité de nouvelles tentatives, il résolut de se considérer comme dans une ville étrangère et d'éviter toute occasion de froissement nouveau. Une des choses qui lui sembla le plus pénible fut d'entendre partout son nom associé à celui d'Alexis Alexandrovitch. Il n'entendait parler que de Karénine. Il le rencontrait partout, ou du moins il se le figurait, comme une personne affligée d'un doigt malade croit le heurter à tous les meubles. D'autre part, l'attitude d'Anna le déroutait. Elle se montrait tantôt éprise de lui, tantôt au contraire froide, irritable, énigmatique. Quelque chose évidemment la tourmentait. Mais au lieu d'être sensible au froissement qui faisait tant souffrir Vronsky et qu'avec sa finesse de perception ordinaire elle aurait dû ressentir comme lui, elle paraissait uniquement préoccupée de dissimuler ses soucis. Chapitre 29. En quittant l'Italie, Anna se proposait avant tout de revoir son fils. À mesure qu'elle approchait de Pétersbourg, sa joie augmentait. Puisqu'ils habiteraient la même ville, l'entrevue lui paraissait toute simple, toute naturelle.
Mais dès son arrivée, elle se rendit compte qu'il en allait autrement. Comment s'y prendre? Aller chez son mari? Elle ne s'en reconnaissait pas le droit et risquait de s'attirer un affront. Écrire à Alexis Alexandrovitch alors qu'elle ne retrouvait son calme qu'au moment où elle oubliait l'existence de cet homme? Guetter les heures de promenade de Serge et se contenter d'une rapide rencontre quand elle avait tant de choses à lui dire, tant de baisers, de caresses à lui donner? La vieille bonne aurait pu lui venir en aide, mais elle n'habitait plus chez Karénine. Anna perdit 2 jours à la chercher en vain. Le 3e jour, ayant appris les relations de son mari avec la comtesse Lydie, elle se décida à écrire à celle-ci une lettre qui lui coûta beaucoup de peine. Elle y faisait appel à la générosité de son mari, sachant qu'ayant une fois assumé ce rôle, il le soutiendrait jusqu'au bout. Le commissionnaire à qui elle avait confié son message apporta la plus cruelle et la plus inattendue des réponses, à savoir qu'il n'y en aurait point. N'en croyant pas ses oreilles, elle fit venir cet homme et l'entendit, à sa grande humiliation, confirmer avec force détail cette pénible nouvelle. Elle dut pourtant s'avouer que de son point de vue, la comtesse avait raison. Sa douleur fut d'autant plus vive qu'elle ne pouvait se confier à qui que ce fût. Vronsky ne la comprendrait même pas. Il traiterait la chose comme de peu d'importance, il en parlerait sur un ton si glacial qu'elle le prendrait en haine. Et comme elle ne redoutait rien tant que de le haïr, elle résolut de lui cacher soigneusement ses démarches au sujet de l'enfant. Elle s'ingénia toute la journée à imaginer d'autres moyens de joindre son fils et résolut enfin d'écrire directement à son mari. Au moment où elle commençait sa lettre, on lui apporta la réponse de la comtesse. Elle n'avait point protesté contre le silence, mais l'animosité, l'ironie qu'elle lut entre les lignes de ce billet la révoltèrent. « Quelle froideur, quelle hypocrisie, se dit-elle. Ils veulent me blesser et tourmenter l'enfant. Je ne les laisserai pas faire. Elle est pire que moi. Du moins, moi, je ne mens pas. » Aussitôt, elle prit le parti d'aller le lendemain, anniversaire de la naissance de Serge, chez son mari, d'y voir l'enfant en achetant au besoin les domestiques et de mettre un terme aux mensonges absurdes dont on l'entourait. Elle courut acheter des joujoux et dressa son plan. Elle viendrait le matin de bonne heure avant qu'Alexis Alexandrovitch fût levé. Elle aurait de l'argent tout prêt pour le Suisse et le valet de chambre, afin qu'on la laissât monter sans lever son voile, sous prétexte de poser sur le lit de Serge des cadeaux envoyés par son parrain. Quant à ce qu'elle dirait à son fils, elle avait beau y réfléchir, elle ne pouvait rien imaginer. Le lendemain matin, vers 8 heures, Anna se fit conduire en voiture de place à son ancienne demeure. Elle sonna à la porte. « Va donc voir qui est là, on dirait une dame, dit Kapitonitch à son aide, un jeune garçon qu'Anna ne connaissait pas, en apercevant par la fenêtre une dame voilée arrêtée tout contre la porte. Le Suisse était encore en déshabillé du matin, paletot sur le dos et caoutchouc aux pieds. À peine le garçon lui eut-il ouvert la porte qu'elle tira de son manchon un billet de 3 roubles et le lui glissa dans la main. « Serge Alexeïtch, murmura-t-elle et elle voulut passer outre. Mais après un regard au billet, le remplaçant du Suisse arrêta la visiteuse à la seconde porte. « Qui voulez-vous voir » demanda-t-il. Elle ne l'entendit pas et ne répondit rien. Remarquant le trouble de l'inconnu, Kapitonitch en personne sortit de sa loge, la laissa entrer et lui demanda ce qu'elle désirait. « Je viens de la part du prince Skoroudoumov voir Serge Alexeïevitch. »« Il n'est pas encore levé, dit le Suisse en l'examinant attentivement. Anna n'aurait jamais cru que l'aspect de cette maison où elle avait vécu 9 ans la troublerait à ce point. Des souvenirs doux et cruels s'élevèrent dans son âme, et elle oublia un moment pourquoi elle était là. « Veuillez attendre, dit le Suisse en la débarrassant de sa fourrure. Au même instant, il la reconnut et lui fit un profond salut. « Que votre Excellence veuille bien entrer, reprit-il. Elle essaya de parler, mais la voix lui manquant, elle adressa au Suisse un regard de supplication et se lança dans l'escalier. Kapitonitch, courbé en deux et accrochant ses caoutchoucs à chaque marche, grimpa derrière elle, cherchant à la rattraper. « Le précepteur n'est peut-être pas habillé. Je vais le prévenir. » Anna montait toujours l'escalier bien connu, sans comprendre un traître mot de ce que disait le vieillard. « Par ici à gauche, insistait cet homme. Excusez le désordre. Il a changé de chambre, que votre Excellence daigne attendre un instant. Je vais regarder. » Il la rejoignit enfin, entr'ouvrit une grande porte et disparut pour revenir au bout d'un moment. Anna s'était arrêtée. « Il vient de se réveiller, » déclara le Suisse. Et comme il parlait, Anna perçut un bâillement et rien qu'au son de ce bâillement, elle reconnut son fils et le vit devant elle. « Laisse-moi entrer, balbutia-t-elle en se précipitant dans la pièce.
À droite de la porte, assis sur le lit, un enfant en chemise de nuit achevait de bâiller en s'étirant. Ses lèvres se fermèrent en dessinant un sourire à moitié endormi, et il se laissa retomber sur l'oreiller. « Mon petit Serge » murmura-t-elle en s'approchant tout doucement du lit. Dans ces effusions de tendresse pour l'absent, Anna revoyait toujours son fils à 4 ans, à l'âge où il avait été le plus gentil, et voici qu'il ne ressemblait même plus à celui qu'elle avait quitté. Il avait grandi et maigri, que son visage lui parut allongé avec ses cheveux courts, et quels grands bras! Il avait bien changé, mais c'était toujours lui, la forme de sa tête, ses lèvres, son cou svelte et ses larges épaules. « Mon petit Serge » répéta-t-elle à l'oreille de l'enfant. Il se souleva sur son coude, tourna de droite et de gauche sa tête ébouriffée comme s'il cherchait quelqu'un, ouvrit enfin les yeux. Pendant quelques secondes, il regarda d'un œil interrogateur sa mère immobile près de lui, sourit tout à coup de bonheur et refermant les yeux, se jeta dans ses bras. « Serge, mon cher petit garçon » balbutia-t-elle étouffée par les larmes en serrant dans ses bras ce petit corps potelé. « Maman » murmura-t-il en se laissant glisser entre les mains de sa mère pour que tout son corps en sentît le contact. Les yeux toujours fermés, il se renversa contre elle. Son visage se frottait contre le cou et la poitrine d'Anna qu'enivrait ce chaud parfum de l'enfant à demi endormi. « Je savais bien, fit-il en entr'ouvrant les yeux. C'est mon anniversaire, je savais bien que tu viendrais. Je vais tout de suite me lever. » Et tout en parlant, il s'assoupit de nouveau. Anna le dévorait des yeux. Elle remarquait les changements survenus en son absence. Elle reconnaissait malaisément ses jambes devenues si longues, ses joues amaigries, ses cheveux coupés courts qui formaient de petites boucles sur la nuque à cette place où elle l'avait si souvent embrassé. Elle caressait tout cela sans mot dire, car les larmes l'empêchaient de parler. « Pourquoi pleures-tu, maman » demanda-t-il tout à fait réveillé cette fois. « Pourquoi pleures-tu » répéta-t-il prêt à pleurer lui-même. « C'est de joie, mon petit. Il y a si longtemps que je ne t'ai vu. »« Allons, c'est fini, dit-elle en se détournant pour dévorer ses larmes. Mais il est temps de t'habiller, reprit-elle. Après s'être un peu calmée et sans lâcher les mains de Serge, elle s'assit près du lit sur une chaise où étaient préparés les vêtements de l'enfant. « Comment t'habilles-tu sans moi ? Comment ?» Elle voulait parler sur un ton simple et gai, mais n'y parvenant pas, elle dut encore se détourner. « Je ne me lave plus à l'eau froide, papa l'a défendu. Tu n'as pas vu Vassili Loukitch ? Il va venir. Tiens, tu es assise sur mes affaires. » Et Serge pouffa de rire. Elle le regarda et sourit. « Maman chérie » s'écria-t-il, se jetant de nouveau dans ses bras, comme s'il eût mieux compris en la voyant sourire ce qui lui arrivait. « Ôte cela » continua-t-il en lui enlevant son chapeau. Et la voyant tête nue, il se reprit à l'embrasser. « Qu'as-tu pensé de moi ? As-tu cru que j'étais morte ?»« Jamais je ne l'ai cru. »« Tu ne l'as pas cru, mon chéri. » « Je savais bien, dit-il en répétant sa phrase favorite. Et saisissant la main qui caressait sa chevelure, il en appuya la paume sur sa petite bouche et la couvrit de baisers. Chapitre 30. Pendant ce temps, Vassili Loukitch était fort embarrassé. Il venait d'apprendre que la dame dont la visite lui avait paru extraordinaire était la mère de Serge, cette femme qui avait abandonné son mari et qu'il ne connaissait pas, puisqu'il ne faisait partie de la maison que depuis son départ. Devait-il pénétrer dans la chambre ou prévenir Alexis Alexandrovitch ? Réflexion faite, il résolut de remplir strictement son devoir en surveillant le lever de Serge à l'heure habituelle, sans s'inquiéter de la présence d'une tierce personne, fût-elle la mère. Il ouvrit donc la porte, mais s'arrêta sur le seuil. La vue des caresses de la mère et de l'enfant, le son de leur voix, le sens de leurs paroles le firent changer d'avis. Il hocha la tête, poussa un soupir et referma la porte. « J'attendrai encore 10 minutes. » se dit-il en s'essuyant les yeux. Une vive émotion agitait les domestiques. Ils savaient tous que Kapitonitch avait laissé entrer leur ancienne maîtresse et qu'elle se trouvait dans la chambre de l'enfant. Ils savaient aussi que leur maître s'y rendait tous les matins peu après 8 heures. Ils comprenaient qu'il fallait à tout prix empêcher une rencontre entre les deux époux. Corneille, le valet de chambre, descendit chez le Suisse pour y faire une enquête, et apprenant que Kapitonitch en personne avait escorté jusqu'en haut Anna Arkadievna, il lui adressa une verte semonce. Le Suisse gardait un silence stoïque, mais lorsque le valet de chambre déclara qu'il méritait d'être chassé, le brave homme sursauta et, s'approchant de Corneille avec un geste énergique, « Oui, da, tu ne l'aurais pas laissé entrer, toi, dit-il. Après avoir servi 10 ans et n'avoir entendu que de bonnes paroles, tu lui aurais dit maintenant, ayez la bonté de sortir. Tu es une fine bouche. Bien, hein, mon gars.
Tu t'entends aussi à faire ton beurre et à chaparder les pelisses de monsieur. Vieille baderne, grommela Corneille. Il se tourna vers la bonne qui entrait en ce moment. Soyez juge, Marie Yefimovna. Il a laissé entrer madame sans crier gare et tout à l'heure Alexis Alexandrovitch va la trouver chez le petit. Quelle affaire, dit la bonne. Mais Corneille Vassilevitch trouvait donc un moyen de retenir monsieur pendant que je courrais la prévenir et la faire sortir. Oh, quelle affaire! Quand la bonne entra chez l'enfant, Serge racontait à sa mère comment Nadia et lui étaient tombés en glissant d'une montagne de glace et avaient fait 3 culbutes. Anna écoutait le son de la voix, regardait le visage, le jeu de la physionomie de son fils, palpait son petit bras, mais ne comprenait rien à ce qu'il disait. Il fallait partir. Elle ne le sentait que trop bien et ne songeait plus qu'à cette chose affreuse. Elle avait entendu les pas de Vassili Loukitch et sa petite toux discrète, et maintenant elle entendait venir la vieille bonne. Mais incapable de bouger et de parler, elle restait immobile comme une statue. « C'est vous, notre chère dame, dit la bonne en s'approchant d'Anna, et en lui baisant les épaules et les mains. Le bon Dieu a voulu causer une grande joie à notre petit monsieur pour son anniversaire. Mais savez-vous que vous n'êtes pas changée du tout? Ah, ma bonne, je croyais que vous n'habitiez plus ici, dit Anna, revenant à elle pour un moment. Oui, je vis chez ma fille, mais voyez-vous, notre chère dame, je suis venue souhaiter sa fête au petit. La vieille femme se prit à pleurer. Et à baiser de nouveau la main de son ancienne maîtresse. Serge, les yeux brillants de joie, tenait d'une main sa mère et de l'autre sa bonne, en trépignant de ses petits pieds nus sur le tapis. La tendresse de sa chère bonne pour sa maman le transportait d'aise. Maman, elle vient souvent me voir, et quand elle vient, il s'arrêta en voyant la bonne chuchoter quelque chose à sa mère, et le visage de celle-ci exprimait la frayeur et comme de la honte. Anna s'approcha de son fils. Mon chéri, commença-t-elle sans pouvoir prononcer le mot adieu. Mais à l'expression de son visage, l'enfant comprit. Mon cher petit chien, murmura-t-elle, employant un surnom qu'elle lui donnait lorsqu'il était tout petit. Tu ne m'oublieras pas, dis-tu. Elle ne put achever. Combien de choses elle regretta plus tard de n'avoir pas su lui dire. Et dans ce moment, elle était incapable de rien exprimer. Mais Serge comprit tout. Il comprit que sa mère l'aimait et qu'elle était malheureuse. Il comprit même ce que la bonne lui avait chuchoté à l'oreille, car il avait entendu les mots, toujours après 8 heures. Il s'agissait évidemment de son père et il devina qu'elle ne devait pas le rencontrer. Mais pourquoi la frayeur et la honte se peignaient-elles sur le visage de sa mère? Sans être coupable, elle semblait redouter la venue de son père et rougir de quelque chose qu'il ignorait. Il aurait bien voulu l'interroger, mais il n'osa pas, car il la voyait souffrir et elle lui faisait trop de peine. Il se serra contre elle en murmurant « Ne t'en va pas encore, il ne viendra pas de sitôt. » Sa mère l'éloigna d'elle un instant pour le regarder et tâcher de comprendre s'il pensait bien ce qu'il disait. À l'air effrayé de l'enfant, elle sentit qu'il parlait réellement de son père et semblait même s'enquérir des sentiments qu'il devait avoir à son égard. « Serge, mon ami, dit-elle, aime-le. Il est meilleur que moi et je suis coupable envers lui. Quand tu seras grand, tu jugeras. » « Personne n'est meilleur que toi, » s'écria l'enfant avec des sanglots désespérés. Pardon. J'y ai pensé cette fois. Je me suis pas fait avoir. Pardon. Et s'accrochant aux épaules de sa mère, il la serra de toute la force de ses petits bras tremblants.
mon chéri, balbutia-t-elle en fondant en larmes comme un enfant. À ce moment, Vassili Loukitch entra. On entendait déjà des pas près de l'autre porte et la bonne effrayée tendit à Anna son chapeau en lui disant tout bas « Il vient !» Serge se laissa retomber sur son lit et se prit à sangloter en se couvrant le visage de ses mains. Anna les écarta pour baiser encore ses joues baignées de larmes et sortit d'un pas précipité. Alexis Alexandrovitch venait à sa rencontre. Il s'arrêta à sa vue et courba la tête. Elle venait d'affirmer qu'il était meilleur qu'elle. Et pourtant le regard rapide qu'elle jeta sur toute la personne de son mari n'éveilla dans son cœur qu'un sentiment de haine, de mépris et de jalousie par rapport à son fils. Elle baissa rapidement son voile et sortit presque en courant. Dans sa hâte, elle avait laissé dans la voiture les jouets choisis la veille avec tant de tristesse et d'amour. Elle les rapporta à l'hôtel. Chapitre 31. Bien qu'elle l'eût désiré depuis fort longtemps et qu'elle s'y fût préparée à l'avance, Anna ne s'attendait pas aux violentes émotions que lui causa cette entrevue avec son fils. Revenue à l'hôtel, elle fut longtemps à comprendre pourquoi elle était là. « Allons, se dit-elle enfin, tout est fini, et me voici de nouveau seule. » Sans ôter son chapeau, elle se laissa tomber dans un fauteuil près de la cheminée. Et, les yeux fixés sur une pendule de bronze qui reposait sur une console entre les fenêtres, elle s'absorba dans ses réflexions. La femme de chambre française qu'elle avait ramenée de l'étranger vint prendre ses ordres pour sa toilette. Anna parut surprise et répondit « Plus tard ». Le garçon qui voulait servir le petit déjeuner reçut la même réponse. La nourrice italienne entra à son tour, portant l'enfant qu'elle venait d'habiller. À la vue de sa mère, la petite lui sourit, battant l'air de ses menottes potelées à la façon d'un poisson qui agite ses nageoires, ou les frappant le long des plis empesés de sa robe. Comment Anna aurait-elle pu ne pas répondre à son sourire par un autre, ne pas embrasser ses joues fraîches et ses petits bras dénudés, ne pas la faire sauter sur les genoux, ni lui abandonner le doigt auquel elle s'accrochait avec des cris de joie, la lèvre qu'elle pressait dans sa petite bouche, ce qui était sa manière à elle de donner un baiser. Mais, tout en se laissant faire, Anna constatait, hélas, qu'elle n'éprouvait envers cette charmante fillette qu'un sentiment fort éloigné du profond amour dont son cœur débordait pour le premier-né. Toutes les forces d'une tendresse inassouvie s'étaient naguère concentrées sur son fils, l'enfant d'un homme qu'elle n'aimait pourtant pas. Et jamais sa fille, née dans les plus tristes conditions, n'avait reçu la 100e partie des soins prodigués par elle à Serge. La petite fille ne représentait d'ailleurs que des espérances, tandis que Serge était presque un homme qui déjà connaissait le conflit des sentiments, des pensées. Il aimait sa mère, la comprenait, la jugeait peut-être, pensa-t-elle en se rappelant ses paroles et ses regards. Et maintenant, elle était séparée de lui, moralement aussi bien que matériellement, et elle ne voyait aucun remède à cette situation. Après avoir rendu la petite à sa nourrice et les avoir congédiés, Anna ouvrit un médaillon qui renfermait le portrait de Serge à peu près au même âge que sa sœur. Puis elle se leva, ôta son chapeau, et reprenant sur la table un album de photographies, elle en retira, pour les comparer entre eux, divers portraits de son fils à différents âges. Il n'en restait plus qu'un, le meilleur, où Serge était représenté à cheval sur une chaise, en blouse blanche, la bouche souriante et les sourcils froncés. La ressemblance était parfaite. De ses doigts agiles, plus nerveux que jamais, elle tenta en vain de faire sortir la photographie de son cadre. N'ayant pas de coupe-papier sous la main, elle poussa la carte à l'aide d'une autre photographie prise au hasard et qui se trouva être un portrait de Vronsky fait à Rome, en cheveux longs et chapeau mou. « Le voilà !» s'écria-t-elle, et en le regardant, elle se rappela qu'il était l'auteur de ses souffrances actuelles. Elle n'avait pas pensé à lui de toute la matinée, mais la vue de ce mâle et noble visage, si cher et si familier, fit monter inopinément un flot d'amour à son cœur. « Où est-il ? Pourquoi me laisse-t-il seule avec mon chagrin ?» se demanda-t-elle avec amertume, oubliant qu'elle lui dissimulait avec soin tout ce qui concernait son fils. Aussitôt, elle le fit prier de venir et attendit, le cœur serré, les paroles de tendresse qu'il allait lui prodiguer. Le garçon revint lui dire que le comte avait une visite et qu'il faisait demander si elle pouvait le recevoir avec le prince Yachvin, nouvellement arrivé à Saint-Pétersbourg. « Il ne viendra pas seul, il ne m'a pas vue depuis hier à l'heure du dîner, pensa-t-elle. Je ne pourrai rien lui dire puisqu'il sera avec Yachvin. » Et une idée cruelle lui traversa l'esprit. S'il avait cessé de m'aimer. Elle repassa dans sa mémoire les incidents des jours précédents.
Elle y trouvait des confirmations de cette pensée terrible. Dès leur arrivée à Pétersbourg, il avait exigé qu'elle se logeât à part. La veille, il n'avait pas dîné avec elle, et voici qu'il venait la voir en compagnie, comme s'il eût craint un tête-à-tête. Si cela est vrai, il a le devoir de me l'avouer, je dois être prévenue. Alors je saurai ce qui me reste à faire, se dit-elle, hors d'état d'imaginer ce qu'elle deviendrait si l'indifférence de Vronsky se confirmait. Cette terreur voisine du désespoir lui donna une certaine surexcitation. Elle sonna sa femme de chambre, passa dans son cabinet de toilette et prit un soin extrême à s'habiller, comme s'il dépendait de sa parure de ramener à elle son amant. La sonnette retentit avant qu'elle ne fût prête. Quand elle rentra au salon, son regard rencontra d'abord celui de Yashvin. Vronsky, plongé dans l'examen des portraits de Serge qu'elle avait oubliés sur la table, ne montra aucune hâte à lever les yeux sur elle. « Nous sommes d'anciennes connaissances. Nous nous sommes vus l'an dernier aux courses, dit-elle en posant sa petite main dans la main énorme du géant, dont la confusion contrastait si bizarrement avec son rude visage et sa taille gigantesque. « Donnez, dit-elle, en reprenant à Vronsky par un mouvement rapide les photographies de son fils, tandis que ses yeux brillants lui jetaient un regard significatif. « Les courses de cette année ont-elles réussi ? J'ai dû me contenter de voir celle de Rome au Corso. » « Mais je sais que vous n'aimez pas l'étranger, ajouta-t-elle avec un sourire caressant. Je vous connais, et bien que nous nous soyons peu rencontrés, je suis au courant de tous vos goûts. J'en suis fâchée, car ils sont généralement mauvais, répondit Yashvin en mortillant sa moustache gauche. Après quelques minutes de conversation, Yashvin, voyant Vronsky consulter sa montre, demanda à Anna si elle comptait rester longtemps à Pétersbourg. Puis, reprenant son képi, il déploya en se levant son immense personne. « Je ne pense pas, répondit-elle d'un air gêné, en jetant à Vronsky un coup d'œil furtif. « Alors, nous ne nous reverrons plus » dit Yashvin, se tournant vers Vronsky. « Où dînes-tu » ?»« Venez dîner chez moi, dit Anna d'un ton décidé. Mais elle rougit aussitôt, fort peinée de ne pouvoir dissimuler son trouble toutes les fois que sa situation fausse s'affirmait devant un étranger. La cuisine de l'hôtel est plutôt médiocre, mais du moins vous vous verrez. De tous ses camarades du régiment, vous êtes celui que préfère Alexis. « Enchanté, répondit Yashvin avec un sourire qui prouva à Vronsky qu'Anna avait fait sa conquête. Il prit congé et sortit. Vronsky allait le suivre. « Tu pars déjà » s'enquit Anna. « Je suis déjà en retard. »« Va toujours, je te rejoins » cria-t-il à son ami. Anna lui prit la main et, sans le quitter des yeux, chercha ce qu'elle pourrait bien dire pour le retenir. « Attends, j'ai quelque chose à te demander, fit-elle, et pressant la main de Vronsky contre sa joue. « Je n'ai pas eu tort de l'inviter. »« Tu as très bien fait, répondit-il en souriant de toutes ses dents. Il lui baisa la main. « Alexis, tu n'as pas changé à mon égard ?» demanda-t-elle en lui serrant la main entre les siennes. « Alexis, je n'en puis plus ici. Quand partons-nous ?»« Bientôt, bientôt. Moi aussi, je suis à bout de force. » Il retira sa main. « Eh bien, va, va, dit-elle d'un ton blessé. Elle s'éloigna précipitamment. Chapitre 32. Quand Vronsky rentra à l'hôtel, Anna n'y était pas. On lui dit que peu après son départ, elle était sortie avec une dame, sans dire où elle allait. Cette absence inattendue, prolongée, jointe à l'air agité, au ton dur avec lequel elle lui avait retiré les photographies de son fils devant Yashvin, fit réfléchir Vronsky. Résolu à lui demander une explication, il l'attendit au salon. Mais Anna ne rentra pas seule. Elle amena une de ses tantes, une vieille fille, la princesse Oblonsky, avec qui elle avait fait des emplettes. Sans prendre garde à l'air inquiet et interrogateur de Vronsky, elle se mit à lui énumérer ses achats. Mais il lisait une attention concentrée dans ses yeux brillants qui le regardaient à la dérobée. Il reconnaissait dans ses phrases et ses gestes cette grâce fébrile, cette nervosité qui le charmait tant autrefois et qui maintenant lui faisait peur. On allait passer dans la petite salle où le couvert était disposé pour 4, lorsqu'on annonça Toukevitch envoyé par Betsy. La princesse s'excusait auprès d'Anna de ne pouvoir lui faire une visite d'adieu. Elle était souffrante et priait son amie de la venir voir entre 7h30 et 9h. Vronsky voulut d'un coup d'œil faire entendre à Anna qu'en lui désignant une heure, on avait pris les mesures nécessaires pour qu'elle ne rencontrât personne. Mais Anna parut n'y faire aucune attention. « Je regrette beaucoup de n'être pas libre précisément entre 7h30 et 9h, dit-elle avec un imperceptible sourire. La princesse le regrettera beaucoup, et moi aussi. Vous allez sans doute entendre l'apathie. L'apathie ? Vous me donnez une idée. J'irai certainement, si je pouvais avoir une loge. Je puis vous en procurer une. Je vous en saurai un gré infini.
Mais ne voulez-vous pas dîner avec nous ?» Vronsky haussa légèrement les épaules. Il ne comprenait rien à la manière d'agir d'Anna. Pourquoi avait-elle amené cette vieille fille? Pourquoi gardait-elle Toukevitch à dîner? Et surtout, pourquoi désirait-elle une loge? Pouvait-elle, dans sa position, se montrer à l'opéra un jour d'abonnement? Elle y rencontrerait tout Pétersbourg. Au coup d'œil sévère qu'il lui lança, elle répondit par un de ces regards mi-joyeux, mi-provoquants, qui restaient pour lui des énigmes. Pendant le dîner, Anna, très animée, sembla faire des coquetteries tantôt à l'un, tantôt à l'autre de ses convives. En sortant de table, Toukevitch alla chercher le coupon de loge et Yashvin descendit fumer avec Vronsky. Au bout d'un certain temps, celui-ci remonta et trouva Anna en toilette décolletée dont la soie claire se rehaussait de velours, tandis qu'une mante de dentelle faisait ressortir l'éclatante beauté de sa tête. « Vous allez vraiment au théâtre ?» lui dit-il en évitant son regard. « Pourquoi me le demandez-vous de cet air terrifié ?» répondit-elle, froissée de ce qu'il ne la regardait point. « Je ne vois pas pourquoi je n'irai pas. » Elle semblait ne pas saisir ce qu'il avait voulu dire. « Évidemment, il n'y a aucune raison pour cela, » reprit-il en fronçant les sourcils. « C'est bien ce que je prétends, dit-elle, feignant de ne pas comprendre l'ironie de cette réponse. Et, sans se départir de son calme, elle retournait tranquillement son long gant parfumé. « Anna, au nom du ciel, qu'est-ce qui vous prend ?» lui dit-il, cherchant à la réveiller, comme l'avait naguère tenté plus d'une fois son mari. Je ne comprends pas ce que vous me voulez. Vous savez bien que vous ne pouvez pas y aller. Pourquoi ? Je n'y vais pas seule. La princesse Barbe est allée changer de toilette. Elle m'accompagnera. Il leva les épaules, découragé. Ne savez-vous donc pas, voulut-il dire. Mais je ne veux rien savoir, s'écria-t-elle. Non, je ne le veux pas. Je ne me repens en rien de ce que j'ai fait. Non, non et non. Si c'était à recommencer, je recommencerais. Il n'y a qu'une chose qui compte pour vous et moi, c'est de savoir si nous nous aimons. Le reste est sans valeur. Pourquoi vivons-nous ici séparés? Pourquoi ne puis-je aller où bon me semble? Je t'aime et tout m'est égal si tu n'as pas changé à mon égard, ajouta-t-elle en russe, en posant sur lui un de ces regards exaltés qu'il n'arrivait point à comprendre. Pourquoi ne me regardes-tu pas? Il leva les yeux, vit sa beauté et la parure qui lui allait si bien. Mais en ce moment, cette beauté, cette élégance était précisément ce qui l'irritait. Vous savez bien que mes sentiments ne sauraient changer. Mais je vous prie, je vous supplie de n'y point aller, lui dit-il, toujours en français, l'œil froid mais d'une voix suppliante. Elle ne remarqua que le regard et répondit d'un ton brusque. « Et moi, je vous prie de m'expliquer pourquoi je n'y dois point aller. »« Parce que cela peut vous attirer et il n'osa point achever. Je ne comprends pas. Yashvin n'est pas compromettant et la princesse Barbe en vaut bien d'autres. Ah, la voilà !» Chapitre 33. Pour la première fois depuis leur liaison, Vronsky éprouva à l'égard d'Anna un mécontentement voisin de la colère. Ce qui le contrariait surtout, c'était de ne pouvoir s'expliquer à cœur ouvert, de ne pouvoir lui dire qu'en paraissant dans cette toilette à l'opéra, en compagnie d'une personne tarée comme la princesse, non seulement elle se reconnaissait pour une femme perdue, mais encore elle jetait le gant à l'opinion publique et renonçait pour toujours à rentrer dans le monde. Comment ne le comprend-elle pas? Que se passe-t-il en elle? Se disait-il. Mais tandis que baissait son estime pour le caractère d'Anna, son admiration pour la beauté de sa maîtresse allait croissant. Rentré dans son appartement, il s'assit tout soucieux auprès de Yashvin, lequel, ses longues jambes étendues sur une chaise, dégustait un mélange d'eau de seltz et de cognac. Vronsky imita son exemple. « Vigoureux, le cheval de Lankovski. Eh, mais c'est une belle bête que je te conseille d'acheter, dit Yashvin en jetant un coup d'œil sur le visage sombre de son camarade. Il a la croupe fuyante, mais la tête et les pieds admirables. On ne trouverait pas son pareil. Alors je vais le prendre, répondit Vronsky. Tout en causant chevaux, la pensée d'Anna ne le quittait pas. Il regardait la pendule et prêtait l'oreille à ce qui se passait dans le corridor. Anna Arkadievna fait dire qu'elle est partie pour le théâtre, annonça le valet de chambre. Yashvin versa encore un petit verre dans l'eau gazeuse, l'avala et se leva en boutonnant son uniforme. « Eh bien, partons-nous » demanda-t-il, donnant à entendre par un sourire discret qu'il comprenait la cause de la contrariété de Vronsky, mais n'y attachait aucune importance. « Je n'irai pas, répondit Vronsky d'un ton lugubre. « Moi, j'ai promis, je dois y aller. Au revoir. Si tu te ravises, prends le fauteuil de Krousinski qui est libre, ajouta-t-il en se retirant. « Non, j'ai une affaire à régler. » Décidément, se dit Yashvin en quittant l'hôtel, si l'on a des ennuis avec sa femme, avec une maîtresse, c'est encore bien pis. Resté seul, Vronsky se prit à marcher de long en large.
Voyons, quel abonnement est-ce aujourd'hui? Le 4e. Mon frère y sera certainement avec sa femme et sans doute aussi ma mère, c'est-à-dire tout Pétersbourg. Elle entre en ce moment, ôte sa fourrure, et la voilà devant tout le monde. Toukevitch, Yashvin, la princesse Bara. Eh bien, et moi? Ai-je donc peur ou aurais-je donné à Toukevitch le droit de la protéger? Que tout cela est stupide. Pourquoi me met-elle dans cette sotte position? Dit-il avec un geste décidé. Ce mouvement accrocha le guéridon sur lequel reposait le plateau avec le cognac et l'eau de Cels et faillit le faire tomber. En voulant le rattraper, Vronsky renversa complètement le guéridon. De dépit, il lui donna un coup de pied et tira le cordon de la sonnette. « Si tu veux rester chez moi, dit-il au valet de chambre qui parut, fais mieux ton service. Pourquoi n'es-tu pas venu emporter cela ?» Fort de son innocence, le valet de chambre voulut se justifier, mais un coup d'œil sur son maître lui prouva qu'il valait mieux se taire. Et s'excusant bien vite, il s'agenouilla sur le tapis pour relever, brisés ou intacts, les verres et les carafons. « Ce n'est pas ton affaire. Appelle un garçon et prépare mon habit. » À 8h30, Vronsky entrait à l'opéra. Le spectacle était commencé. Le vieil ouvreur, qui lui ôtait sa pelisse, le reconnut et lui donna de l'excellence. « Pas besoin de numéro, affirma le bonhomme. En sortant, votre excellence n'aura qu'à appeler Théodore. » À part cet homme, il n'y avait dans le corridor que 2 valets de pied qui tenaient des fourrures et écoutaient à une porte entr'ouverte. On entendait l'orchestre accompagnant en staccato une voix de femme. La porte s'ouvrit pour livrer passage à un ouvreur et la phrase chantée frappa l'oreille de Vronsky. Il ne put entendre la fin, la porte s'étant refermée. Mais, aux applaudissements qui suivirent, il comprit que le morceau était terminé. Le bruit durait encore quand il pénétra dans la salle qu'éclairaient brillamment des lustres et des becs de gaz en bronze. Sur la scène, la cantatrice décolletée et couverte de diamants saluait en souriant et se penchait pour ramasser, avec l'aide du ténor qui lui donnait la main, les bouquets qu'on lui jetait maladroitement par-dessus la rampe. Un monsieur, dont une raie impeccable séparait les cheveux pommadés, lui tendait un écrin en allongeant les bras, tandis que le public entier, loges et parterres, criait, applaudissait, se levait pour mieux voir. Après avoir aidé à transmettre les offrandes, le chef d'orchestre rajustait sa cravate blanche. Arrivé au milieu du parterre, Vronsky s'arrêta et promena machinalement ses regards autour de lui, moins soucieux que jamais de la scène, du bruit et de ce troupeau bigarré de spectateurs entassés dans la salle. C'étaient les mêmes dames dans les loges et les mêmes officiers dans les arrière-loges, les mêmes femmes bariolées, les mêmes uniformes et les mêmes redingotes, la même foule malpropre au paradis. Et dans cette salle comble, une 40aine de personnes, tant dans les loges qu'au premier rang des fauteuils d'orchestre, représentaient seuls le monde. L'attention de Vronsky se porta aussitôt sur ces oasis. Comme l'acte venait de finir, Vronsky, avant de se diriger vers la loge de son frère, gagna le premier rang des fauteuils, où Serpukhowskoï, appuyé contre la rampe qu'il frappait du talon, l'appelait d'un sourire. Il n'avait pas encore vu Anna et ne la cherchait point, mais à la direction que prenaient les regards, il devina l'endroit où elle se trouvait. Redoutant le pis, il tremblait d'apercevoir Karénine. Par un heureux hasard, celui-ci ne vint pas au théâtre ce soir-là. « Comme tu es resté peu militaire, dit Serpukhowskoï. On dirait un diplomate, un artiste. »« Oui, aussitôt revenu, j'ai endossé l'habit, répondit Vronsky en tirant lentement sa lorgnette. C'est en quoi je t'envie. Quand je rentre en Russie, je t'avoue que je remets ceci à regret, dit Serpukhowskoï en touchant ses aiguillettes. La liberté avant tout. Serpukhowskoï avait depuis longtemps renoncé à pousser Vronsky dans la carrière militaire, mais comme il l'aimait toujours, il se montra particulièrement aimable envers lui. Il est fâcheux que tu aies manqué le premier acte. Vronsky n'écoutait que d'une oreille. Il examinait les baignoires et les loges du balcon. Tout à coup, la tête d'Anna apparut dans le champ de sa lorgnette, fière, adorable et souriante parmi ses dentelles, auprès d'une dame à turban et d'un vieillard chauve, clignotant et maussade. Anna occupait la 5e baignoire, à 20 pas de lui. Assise sur le devant de la loge, elle causait avec Yashvin en se détournant un peu. L'attache de sa nuque, avec ses belles et opulentes épaules, le rayonnement contenu de ses yeux et de son visage, tout la lui rappelait telle qu'il l'avait vue jadis au bal de Moscou. Mais les sentiments que lui inspirait sa beauté n'avaient plus rien de mystérieux. Aussi, tout en subissant son charme plus vivement encore, se sentait-il presque froissé de la voir si belle. Bien qu'elle ne regardât point de son côté, il ne douta pas qu'elle ne l'eût aperçue.
Lorsqu'au bout d'1 minute, Vronsky dirigea de nouveau sa lorgnette vers la loge, il vit la princesse Barbe, très rouge, rire d'un rire contraint et se retourner à chaque instant vers la baignoire voisine. Anna, frappant de son éventail fermé le rebord de velours rouge, regardait au loin avec l'intention évidente de ne pas remarquer ce qui se passait à côté d'elle. Quant à Yashvin, son visage exprimait les mêmes impressions que s'il eût perdu au jeu. Il mâchonnait nerveusement sa moustache, fronçait le sourcil, jetait des regards de travers sur la loge de gauche. En reportant sa lorgnette sur les occupants de cette baignoire, Vronsky reconnut les Kartassov, qu'Anna et lui avaient naguère fréquentés. Debout, tournant le dos à Anna, Madame Kartassov, une petite femme maigre, mettait une sortie de balle que lui tendait son mari. Son visage était pâle, mécontent, elle semblait parler avec animation. Le mari, un gros monsieur chauve, faisait de son mieux pour la calmer en se retournant sans cesse du côté d'Anna. Quand la femme eut quitté la loge, le mari s'y attarda, cherchant à rencontrer le regard d'Anna pour la saluer, mais celle-ci se détournait ostensiblement pour s'entretenir avec la tête rasée de Yashvin courbée vers elle. Kartassov sortit sans avoir salué, la loge resta vide. Sans qu'il eût rien compris à cette petite scène, Vronsky se rendit compte qu'Anna venait de subir une avanie. Il vit à l'expression de son visage qu'elle rassemblait ses dernières forces pour soutenir son rôle jusqu'au bout. Elle gardait d'ailleurs l'apparence du calme le plus absolu. Ceux qui ne la connaissaient pas, qui ne pouvaient entendre les expressions indignées ou apitoyées de ses anciennes amies sur cette audace apparaître ainsi dans tout l'éclat de sa beauté et de sa parure, ceux-là n'auraient pu soupçonner que cette femme éprouvait les mêmes sentiments de honte qu'un malfaiteur exposé au pilori. Très vivement troublé, Vronsky se rendit dans la loge de son frère avec l'espoir d'y apprendre ce qui s'était passé. Il traversa avec intention le parterre du côté opposé à la loge d'Anna et se heurta en sortant à son ancien colonel qui causait avec 2 personnes. Vronsky crut entendre prononcer le nom de Karénine et remarqua l'empressement que mit l'officier à l'appeler à haute voix en décochant à ses interlocuteurs une hâte significative. « Ah, Vronsky, quand te verrons-nous au régiment ? Que diantre, nous ne pouvons pas te laisser partir sans t'offrir le coup de l'étrier. Tu es à nous jusqu'au bout des ongles. » « Je n'aurai pas le temps cette fois. Je le regrette beaucoup, » répondit Vronsky. Il escalada en toute hâte l'escalier qui menait aux loges de balcon. La vieille comtesse, sa mère, avec ses petites boucles d'acier, se trouvait dans la loge de son frère. Varia et la jeune princesse Sorokine se promenaient dans le corridor. En apercevant son beau-frère, Varia reconduisit sa compagne auprès de sa belle-mère et, donnant la main à Vronsky, aborda aussitôt, avec une émotion qu'il avait rarement remarquée en elle, le sujet qui l'intéressait. « Je trouve que c'est lâche et vil. Madame Kartassov n'avait pas le droit d'agir ainsi. Madame Karénine, mais qu'y a-t-il? Je ne sais rien. »« Comment, on t'a rien dit ? Tu comprends bien que je serai le dernier à savoir quelque chose. Y a-t-il une plus méchante créature au monde que cette Madame Kartassov? Mais qu'a-t-elle fait? Elle a insulté Madame Karénine, à qui son mari adressait la parole d'une loge à l'autre. Yegor me l'a raconté. Elle a fait une scène à son mari et s'est retirée après s'être permis une expression offensante pour Madame Karénine. « Comte, votre maman vous appelle, » dit mademoiselle Sorokine en trouvrant la porte de la loge. « Je t'attends toujours, » lui dit sa mère en l'accueillant d'un sourire ironique. « On ne te voit plus du tout. » Le fils sentit qu'elle ne pouvait dissimuler sa satisfaction. « Bonjour, maman, je venais vous présenter mes respects. »« Et quoi, tu ne vas pas faire la cour à Madame Karénine ?» reprit-elle quand la jeune fille se fut éloignée. « Elle fait sensation. On oublie l'apathie pour elle. »« Maman, je vous ai déjà prié de ne pas me parler de cela, » répondit-il d'un air sombre. « Je répète ce que tout le monde dit. » Vronsky ne répondit rien et, après avoir échangé quelques mots avec la jeune princesse, sortit dans le couloir où il se heurta aussitôt à son frère. « Ah, Alexis, » dit celui-ci. « Quelle vilainie! Cette femme n'est qu'une pécore. Je voulais aller voir Madame Karénine. Allons ensemble. » Vronsky ne l'écoutait pas. Il dégringolait l'escalier, sentant qu'il avait un devoir à accomplir, mais lequel? Furieux de la fausse position dans laquelle Anna les avait mis tous les deux, il éprouvait pourtant une grande pitié pour elle. En se dirigeant du parterre vers la baignoire qu'occupait sa maîtresse, il vit que Stremov, accoudé à la loge, s'entretenait avec Anna. « Il n'y a plus de ténor, disait-il. Le moule en est brisé. » Vronsky s'inclina devant Anna et serra la main de Stremov. « Vous êtes venu tard, il me semble, et vous avez manqué le meilleur morceau, » dit Anna à Vronsky d'un air qui lui parut moqueur. « Je suis un juge médiocre, répondit-il en la fixant d'un regard sévère. «
Vous êtes comme le prince Yashvin alors, dit-elle en souriant. Il trouve que l'apathie chante trop fort. Merci, ajouta-t-elle, en prenant de sa petite main emprisonnée dans un long gant le programme que lui tendait Vronsky. Mais soudain son beau visage tressaillit. Elle se leva et se retira dans le fond de la loge. Le second acte commençait à peine quand Vronsky s'aperçut que la baignoire d'Anna était vide. Malgré les protestations des spectateurs, suspendu au son de la cavatine, il se leva, traversa le parterre et rentra à l'hôtel. Anna aussi était revenue. Vronsky la trouva telle qu'elle était au théâtre, assise, le regard fixe, sur le premier fauteuil venu près du mur. En l'apercevant, elle lui accorda, sans bouger, un regard distrait. « Anna, voulut-il dire. « C'est toi qui es cause de tout, s'écria-t-elle en se levant avec des larmes de rage et de désespoir dans la voix. Je t'ai prié, supplié de n'y point aller. Je savais que tu te préparais une épreuve peu agréable. Peu agréable? Tu veux dire horrible? Dussé-je vivre 100 ans, je ne l'oublierai pas. Elle a dit qu'on se déshonorerait à être assise près de moi. Parole de sotte, mais pourquoi s'exposer à les entendre? Je hais ta tranquillité. Tu n'aurais pas dû me pousser à cela. Si tu m'aimais, Anna, que vient faire ici mon amour? Oui, si tu m'aimais comme je t'aime, si tu souffrais comme je souffre, dit-elle en le considérant avec une expression de terreur. Elle lui fit pitié. Et il protesta de son amour parce qu'il voyait très bien que c'était le seul moyen de la calmer. Mais au fond du cœur, il lui en voulait. Elle, au contraire, buvait avec délice ces serments d'amour dont la banalité écœurait son amant, et peu à peu, elle retrouva son calme. Le lendemain, ils partirent pour la campagne, complètement réconciliés. Et c'est la fin de la 5e partie. Excusez-moi, j'ai fait une lecture très très longue, mais je ne sais pas pourquoi. J'avais envie de faire plusieurs lectures comme ça de ce livre. Et j'avais une chanson qui me trottait dans la tête. Oh là, mais qu'il est tard, mon Dieu. C'est pas possible. Non, c'est pas ça. Je sais pas. Non, je vais pas vous la chanter. Alors, Eri De Luca. Variante de chanson. Je sais pas parler italien. J'ai envie quand même de le lire en italien, puis en français. Variante di canzone. Io te vorrei basta, sospira la canzone. Ma prima e più di questo io ti vorrei bastare, io te vorrei basta. Come la gola al canto, come il coltello al pane, come la fede al santo, io ti vorrei bastare. E nessun altro abbraccio potessi tu cercare, in nessun altro odore addormentare, io ti vorrei bastare. Io te vorrei basta. Io te vorrei basta, insiste la canzone, ma un po' meno di questo io ti vorrei mancare. Io te vorrei manca, più del fiato in salita, più del sole in prigione, più di benda ferita, di un fiore su un balcone. E nessun altro abbraccio potessi tu cercare, in nessun altro odore addormentare. Io ti vorrei mancare, io te vorrei manca. Variante de chanson. Io te vorrei basta, soupire la chanson. Mais avant et plus que ça, moi je voudrais te suffire. Io te vorrei basta. Comme la gorge au champ, comme le couteau au pain,
Comme la foi au sein, moi, je voudrais te suffire. Et qu'aucune autre étreinte tu ne puisses chercher, ni dans aucune autre odeur t'endormir. Moi, je voudrais te suffire. Yo te voudria basta. Yo te voudria basta, insiste la chanson. Mais un peu moins que ça, moi, je voudrais te manquer. Yo te voudria manca. Plus que le souffle en montée, plus que le soleil en prison, que la bande sur la plaie, plus qu'une fleur sur un balcon. Et qu'aucune autre étreinte tu ne puisses chercher, ni dans aucune autre odeur t'endormir, moi je voudrais te manquer. Yo te voudria manca. Celle-ci, je vous l'ai déjà lue, mais moi j'ai envie de la relire, tout simplement. Tavole, table. Je me suis assis à des tables somptueuses, où les verres vont avec les vins et des hommes tellement plus élégants tournent pour servir les plats. Mais je connais mieux la table où l'on frotte le fond de son assiette avec le pain et les doigts rouillés, table de bancs bas à midi, de souffle honteux d'appétit. Pas de murmure de convives commentant le repas, mais de gorges endurcies qui avalent pour retrouver leur force de travail et ne portent pas droit leur couvert à la bouche, mais se penchent dessus, mordent en l'air, pour cacher leur maigre bouchée, le presque rien reste du soir. Et ils ne parlent pas de nourriture de peur de la nommer en vain. Dopo. Après. Non quelli dentro il bunker, non quelli con le scorte alimentari, nessuno di città, ni salveranno indios, balti, massai, beduini protetti dal vento, mongoli su cavalli. E poi uno di Napoli, la costa del Vesuvio, e un ebreo avvolto in uno schiame di parole, per tradizione illessi dentro fornaci ardenti. Si salveranno più donne che uomini, più peschi che mammiferi. Sparirà il rock and roll, resteranno le preghiere. Scomparirà il denaro, torneranno le conchiglie. L'umanità sarà poca. Meticcia zingara e andrà a piedi. Avrà per bottino la vita, la più grande ricchezza da trasmettere ai figli. Après. Pas ceux dans un bunker, ni ceux avec leurs provisions de nourriture, aucun des villes, se sauveront indios, baltis, maasai, bédouins protégés par le vent, mongols sur leurs chevaux, et puis un de Naples caché dans le Vésuve, et un juif enveloppé dans un essaim de paroles, par tradition indemne au cœur d'ardentes fournaises. Se sauveront plus de femmes que d'hommes, plus de poissons que de mammifères. Le rock'n'roll disparaîtra, resteront les prières, l'argent disparaîtra, reviendront les coquillages. L'humanité sera rare, métisse, bohémienne, et elle ira à pied. Elle aura pour butin la vie, la plus grande richesse à transmettre à ses fils. Chaplin. Je suis désolée parce que même si je ne sais pas, j'adore lire en italien. Et je crois que je vais quand même le lire en italien. Voilà. Nella bombetta i guisi di Scugnisio. No, nella bombetta i guisi di Scugniso. Ai piedi il paio di scarpe smisurate, il minimo di baffi, l'appoggio di una canna di bambù nel cerchio stretto del finale sulla via sterrata, il suo fagotto in spalaportato denunciale al cinema del 1900.
si china a terra, prende la bandiera caduta da un trasporto, si sa che è rossa pure se il film è tutto bianco e nero. Sta da malcapitato davanti alla sommossa, come l'umanità del secolo passato rigirata nella ruota dentata di un'epoca a ingranaggio. Sì che doveva sbattere contro i corpulenti, i solenni in divisa, sgusciare tra le gambe, abitare nella baracca e amare Paulette e Godard. E ci schiotte che non abbiamo meritato. Ha preso in giro lo sterminatore del suo popolo, giungendo a maledirlo col sorriso. Nessuno è stato tanto fiori posto nel 1900. Perciò di tutto un secolo di noi ricorderanno lui. Dans son chapeau melon, Chaplin. Dans son chapeau melon, les frétillements d'un gamin. Au pied d'une paire de souliers démesurés, une fine moustache, l'appui d'une canne de bambou, dans le cercle étroit de la fin du film sur un chemin de terre. Son baluchon sur l'épaule, il apportait sa dot nuptiale au cinéma du XXe siècle. Il se penche à terre, prend le drapeau tombé d'un camion, on sait qu'il est rouge, même si le film est tout en noir et blanc. Il est là, malchanceux devant l'émeute, comme l'humanité du siècle passé, retournée dans la roue dentée d'une époque engrenage. Oui, il devait se heurter aux corpulents, les solennels en uniforme, se faufiler entre les jambes, vivre dans une baraque et aimer Paulette Godard. C'est le Quichotte que nous n'avons pas mérité. Il s'est moqué de l'exterminateur de son peuple, parvenant à le maudire avec le sourire. Nul n'a été décalé à ce point au XXe siècle. Ainsi, de ces années pleines de nous, c'est lui qu'on retiendra. Pour la petite fille, per la bambina. Me l'hai fatta torturare per un anno. Mi fai schifo. Sputò contro il cielo per terra. L'uomo gridava l'ira pura contro la morte della sua bambina. 10 anni, aveva solo 10 anni, bastardo. E un altro sputò uccidocchi di bocca da giù in su. Il grido sbatteva tra noi silenziosi, una solo da sala di concerto. Gli ammutoliti che rabbrividiscono fanno da casa armonica. Un anno di cure spietate per togliersi il peso macigno. Niente di niente da fare. Un anno di persecuzioni. Eccolo padre inutile, scaduto, sul viale a pestare i piedi, a scatarrare le maledizioni. Non erano bestemmie. Era lo stesso tu delle preghiere, sferato per chiamare l'altezza a abbassarsi. Giobbe scuote più forte il cielo per il bavero e riceve in risposta la più lunga autodifesa della divinità. Il tu scaraventato al cielo come un pugno. Quant'esce dal dolore gronda di rito pieno e sacrosanto. Pour la petite fille, tu l'as laissé torturer pendant un an. Tu me dégoûtes. Et il cracha contre le ciel par terre. L'homme criait sa colère pure contre la mort de sa petite fille. 10 ans. Elle n'avait que 10 ans, salaud. Et un autre crachat sortit de ses yeux et de sa bouche de bas en haut. Son cri résonnait parmi nous silencieux, un solo de salle de concert. Les muets qui frissonnent servent de caisse de résonance. Un an de soins acharnés pour retirer le poids intraitable. Rien à faire. Un an de persécution. Le voici le père inutile, périmé, qui trépigne dans l'allée, qui graillonne des malédictions. Ce n'était pas des blasphèmes. C'était le tu identique des prières, lancé pour appeler la hauteur à se baisser. Job secoue plus fort le ciel par le col et reçoit en réponse la plus longue autodéfense de la divinité. Le tu lancé contre le ciel comme un poing.
Quand il sort de la douleur, ruisselle droit, pleine et sacro-sainte. Et celui-ci, doué de. Bon, allez, je vous ai assez... Non, c'est pas grave, plus personne n'écoute depuis longtemps. Quand nous serons deux, nous serons veille et sommeil. Nous plongerons dans la même pulpe comme la dent de lait et la deuxième après. Nous serons deux comme sont les eaux, les douces et les salées, comme les cieux, du jour et de la nuit. Deux comme sont les pieds, les yeux, les reins, comme les temps de la pulsation, les coups de la respiration. Quand nous serons deux, nous n'aurons pas de moitié, nous serons un deux que rien ne peut diviser. Quand nous serons deux, aucun ne sera un sera l'égal de personne, et l'unité consistera dans ce deux. Quand nous serons deux, même l'univers changera de nom, il deviendra différent. Voilà, je m'arrête là. Je m'arrête là, je ne sais pas si c'est ça que je devais lire. C'est-à-dire que je l'ai sorti ce matin, mais si, c'est bien. Tout à fait. C'est toujours bien, l'œil de Lucas. Et puis j'ai... Il y a Antoine Mouton, Les Chevals morts. J'avais envie de lire un extrait. Un long, peut-être trop long extrait. Allez. Les Chevals morts, ils disent « Pourquoi aimer toujours la même personne ?» Ils disent « Tu pourrais aimer quelqu'un d'autre, mais c'est de la tristesse, ça. C'est de la pensée triste. Ce n'est même pas de la pensée, c'est seulement de la tristesse. C'est une suggestion de la tristesse à l'intérieur de la pensée. C'est comme creuser un trou dans la pensée pour y mettre de la tristesse. Les Chevals morts, ils font avec leur suggestion de la publicité pour d'autres vies qui seraient plus simples, peut-être. Ils font dans la pensée des trous où la tristesse se tord et cuit, où la tristesse ronge et rancit, des trous de petites souris, des trous de peut-être. Les Chevals morts, ils disent « Comme ton amour est compliqué, comme tu souffres. Il n'y a rien de plus génial qu'un cheval mort. Comme tu souffres, petit. On dirait des mamans qui veulent te remettre dans leur ventre. Les chevals morts, ils te font croire aussi que tu ne sais pas aimer, que tu ne sauras jamais et que tu ferais mieux d'arrêter si tu veux rester toi-même. Ils prononcent toi-même d'une façon qui devrait te plaire et te faire éprouver des regrets, car souvent, selon eux, le plaisir a à voir avec le regret. Ils disent l'amour alien. Et ils tiennent le registre de tes blessures. 1, 2, 3, 4, 500 millions de blessures. Tu peux compter sur eux, ils te dénombrent. Ils te font croire aussi que l'être est seul. Ils disent « Regarde ceux qui ont aimé, à quoi ils ressemblent maintenant. » Ils ne parlent pas de ceux qui s'aiment encore. Dans la langue des chevals morts, s'aimer encore n'existe pas. Il n'y a que le petit amour merdique et méprisable, que le petit arrangement des familles ou bien le grand amour envolé qui rend plus triste encore que la tristesse ne l'est. Alors nous répondrons au cheval mort que nous savons extraire de la tristesse la joie la plus intense, celle qui se creuse, celle qui se sort de sous la terre, celle qui fait pépite au milieu des cailloux, ce terrible trésor d'être deux. Et leur souffle nous porte, les chevals morts ne sont qu'un souffle, les chevals morts sont morts, l'amour, il existe, l'amour existe, il faut leur dire, et ils tomberont. Allez, je vais jusqu'à la page 37. L'amour existe et chaque jour les chevals tombent de la ligne de notre vie et chaque jour je tombe plus amoureux de toi, chaque jour je sais que nos chemins ne se sépareront pas, même si la tristesse, un jour plus forte qu'un autre. Un jour 22 avril, au sortir de la gare, toi sur la barrière, moi hors du train, je cours vers toi, ça fait une énorme tristesse à prendre dans mes bras. Ça fait toute une horde de chevals morts à disperser. Ça fait un paysage si vaste de tristesse que la ligne se perd dans l'étendue. Ça fait tout un tas de morceaux à rassembler. 22 avril, j'ai su que chaque jour, non seulement nos chemins ne se sépareraient pas, mais aussi qu'ils se resserreraient jusqu'à n'être plus qu'un. Et vers le cimetière, tout en haut du village, on avançait main dans la main. Il y avait un soleil fou.
Derrière nous, il y avait ta maman dans une boîte qui rejoindrait bientôt un trou. Ça ne nous empêchait pas d'être plus amoureux encore, d'être au début du plus grand bonheur de nos vies, d'être au début du seul bonheur, oui, le seul bonheur, c'est l'amour, le reste n'est que suggestion de cheval mort. Ta maman dans la boîte et les montagnes tout autour, les grandes montagnes vertes et rondes, et dans l'étendue de tristesse, une ligne était tracée quand même. Tes yeux brillaient du soleil fou. Au bout du cimetière, le fossoyeur nous attendait. Il avait la barbe pleine de terre, et sur son bras était tatoué le mot mort, et à côté de ses chaussures, il y avait un trou. La ligne de notre vie ne le contournait pas, mais passait. Au travers, on se demandait si le mot mort mordait, mais non. Amour et mort ne s'opposaient pas. Mort était partout sur la peau dans la boîte au soleil, amour aussi, partout. Nous étions au plus nu de notre être. Amour et mort, n'essayez pas de se partager le morceau. Nous étions au plus nu, au plus défait. Même défait, l'amour restait. Même dépecé par la tristesse, même roué des coups du sort, le sort n'avait rien de mauvais. L'amour faisait de nous des sorciers avec des jambes pour courir sur la lande où les chevals morts mouraient, des sorciers avec des mains pour se tenir serrés. 22 avril, en descendant du train et en prenant ton corps défait dans mes bras, j'ai vu les chevals morts sortir de nos têtes et se disperser, et j'ai su que la tristesse ne nous remplacerait pas. Il n'y a pas de place pour la tristesse à la place de toi, il n'y a pas de place, il n'y a de place en toi que pour toi et moi. Et les chevals morts disent, la fusion n'est pas tenable, l'être s'altère au contact de l'autre, vous allez vous étouffer, vous allez disparaître. Ils disent que notre amour nous prive de nos libertés individuelles, comme si la liberté individuelle avait une quelconque importance, comme si celle que nous avons ensemble ne valait pas celle des gens seuls. La lande est vaste, mais nous avons des jambes et nous perdons nos peaux, mais tenir à sa peau, n'est-ce pas la plus grande tristesse du monde? N'est-ce pas par la peau que les chevals morts suggèrent à en crever? Dans la peau qu'ils creusent les trous où loger les erreurs? Sur la peau que le mot mort, mort. Je ne veux pas que les chevals morts nous rattrapent. Je ne veux pas qu'ils s'immiscent entre nous. Ils ne nous sépareront pas. Et tout ce qu'on ne veut pas fait un chemin très clair où continuer. Il n'y a pas le choix. Il n'y a le choix qu'entre toutes les tristesses. Aimer n'est pas une question de choix. Il faut être triste pour se croire libre de choisir. Nous prenons la tristesse avec un tel sérieux que nous la fuyons, et sur la lande il y a cette ligne que nous tenons comme la main du funambule après que ses pieds ont glissé. Beaucoup ne savent pas pourquoi courir, beaucoup s'arrêtent. Si au début on part nombreux, avec le temps le faisceau rétrécit. On part nombreux et au début on est tous pour qu'amour soit grand, pour qu'humain et divin soient l'exact reflet l'un de l'autre, et pour que quotidien et absolu se joignent. Et on force et ça lâche et ça ne marche pas, mais on tient, on essaie, on tente de durer, ça rate à chaque fois, on continue quand même. Beaucoup abandonnent. Il y a tellement de gens qui se séparent d'eux-mêmes, dès le premier quand même, dès le second, dès le troisième quand même, et quelques-uns quand même. Et ce n'est pas tant par solidarité ni par désir qu'on se trouve unis dans la course au début. C'est plutôt par impossibilité de faire autrement. Dès qu'ils le peuvent, on voit les premiers abandonner dans un soupir de soulagement. Puis partent les déçus, ceux à qui on ne la refera pas, ceux qui ne feront rien de plus. Partent encore à leur suite ceux qui croient avoir eu leur compte, ceux qui croient avoir tout compris. Plus rien à apprendre de ça, plus rien à apprendre de rien. Ils restent où ils sont, curseur bloqué sur la lande. Partent enfin ceux qui sont fatigués. Ils se reposent. Mais de quel exploit? Il y en a que tout accable. Il y en a sur qui tout tombe, et ils lèvent les bras et leurs bras tombent. Ceux qui restent aussi sont déçus et fatigués, mais ils persistent, ils courent sur la lande, et ils se disent qu'ils sont nuls, foutus d'avance, que la tristesse va gagner, que leur vie est une cataclope, qu'ils sont foutus depuis longtemps déjà, mais ils n'ont que ça, ne pensent qu'à ça, préféreraient crever plutôt que de vivre sans essayer encore une dernière fois. Cette dernière fois toujours, remise à la suivante,